accueillir dans un premier temps un chercheur de l'INRAE, donc Pierre Renaud, qui va se présenter, qui va nous présenter un peu le cadre, on va dire technique, scientifique de la problématique des bioénergies, des problématiques liées au climat, liées au stockage du carbone. Je ne vais pas déflorer le sujet. Je lui demanderai d'être concis. On a une vingtaine de minutes de présentation du cadre. Ensuite, interviendra Olivier Dauger, qui est agriculteur. Je le présenterai plus en détail quand il interviendra. Ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, on démarrera une table ronde avec 5 invités que je vous présenterai tout à l'heure. Et on donnera ensuite la parole à la salle en réinvitant Pierre et Olivier Dauger à nous rejoindre. Alors, il y a 3 Olivier dans les intervenants. Je vais essayer de ne pas me tromper d'Olivier. Voilà. On est en Provence. Voilà, bon, Pierre, je vous laisse la parole. Vous avez 20 minutes. Je vous laisse le micro aussi. Voilà, ok. Donc, bonjour à tous. Donc, comme cela a été dit, je vais vous présenter en fait un exposé qui s'intitule Production agricole de biomasse énergie. Enfin, de biomasse énergie, oui, voilà. Contribuer à la neutralité carbone et protéger les sols. Et en fait, j'ai le plaisir de co-signer alors oui, ça passe bien, cet exposé avec Stéphane Ruy, qui malheureusement n'est pas là pour des petits problèmes de santé, qui dirige l'unité mixte de recherche EMA Avignon, qui ne travaille pas directement sur ces thématiques-là, mais qui peut, dans le débat qu'on a actuellement, apporter des éléments. Et donc, j'espère qu'il y aura des interactions qui naîtront à l'issue de ce salon Médagri. Alors, je vous propose tout d'abord d'introduire avec quelques éléments de contexte concernant les sols et le climat, mais aussi l'énergie. Et vous allez voir que finalement, on est dans une sorte d'interdépendance entre ces 3 sujets. Alors, tout d'abord, concernant le climat, je crois que, sauf quelques climato-sceptiques, mais à mon avis qui se font rares, je crois qu'on est tous convaincus qu'il y a malheureusement des changements climatiques aujourd'hui. Et ces changements climatiques résultent tout d'abord d'un enrichissement de l'atmosphère en dioxyde de carbone, mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, en méthane et en oxyde nitreux. Les conséquences de ce changement climatique, on les voit déjà à différents niveaux, au niveau de pas mal de phénomènes. Et par exemple, un des phénomènes qui peut parler au niveau de la région, c'est les dates de vendange au niveau de différents vignobles. Et vous voyez que depuis seulement les années 1980-1990 à maintenant, les dates de vendange ont été avancées en moyenne d'environ 3 semaines. Donc quelque chose qui n'est pas négligeable en termes de changement climatique. Et pour éventuellement brandir un petit peu, je ne vais pas dire des menaces, mais pour vous montrer que c'est quand même important par rapport à l'avenir, on est capable de travailler sur des scénarios de climat futur, notamment proposés par le GIEC, par le groupement des experts internationaux du climat, et de voir un petit peu les impacts en termes de rendement. Et vous avez ici à droite, alors je suis désolé parce qu'il y a un petit problème de qualité d'écran, mais grosso modo, la carte vous présente un petit peu les évolutions de rendement de maïs grain. Et vous voyez qu'au niveau de l'Europe, il y a pas mal de zones, donc celles qui sont en ocre ou en brun, avec des baisses de rendement relativement importantes prévues à l'avenir pour un scénario du GIEC qui n'est pas le pire. Hein. On est peut-être encore optimiste dans ce scénario d'évolution du climat du GIEC. Alors, au niveau des évolutions, bien sûr, la première cause, c'est la consommation de carbone organique fossile. Et je vous rappelle dans ce schéma-là qu'il faut savoir que depuis l'ère pré-industrielle jusqu'à maintenant, on a consommé en ordre de grandeur, bien sûr, il ne s'agit pas de pinailler sur les chiffres, de l'ordre de 1 350 000 gigatonnes de carbone organique sous forme donc, de pétrole, de charbon, de gaz naturel. On a aussi un petit peu appauvri certains sols en carbone organique et on a éventuellement, au niveau de la biosphère, diminué certaines végétations, ce qui amène, si vous voulez, une sorte d'échappement de CO2, de dioxyde de carbone, qui se répartit en grande partie dans l'atmosphère et aussi en partie au niveau des océans, avec une très très légère acidification des océans, et donc qui contribue à ce changement climatique. Alors, deuxième focus au niveau de cette introduction, les sols eux-mêmes. En fait, il faut savoir que les sols, ce sont donc des interfaces, on va dire, entre les sous-sols et l'atmosphère, fragiles, qui se forment très très lentement dans le temps. L'échelle de formation d'un sol, c'est de l'ordre du millénaire, hein, une grosse fourchette, bien sûr. Et ce qui est surtout important, c'est que ça veut dire que ces sols ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. Et ces sols sont responsables aujourd'hui sont responsables, on va dire, ou contribuent à pas mal d'objectifs de développement durable tels qu'ils ont été adoptés par l'ONU en 2015. Et j'ai sélectionné dans les 17 objectifs de développement durable les 4 qui me parlent le plus au niveau des sols, mais tout à l'heure on en rajoutera un 5e. C'est tout d'abord bien sûr la fin zéro. Les sols, c'est le support de l'agriculture, donc des productions d'aliments alimentaires. C'est aussi l'objectif 6, avoir une eau propre et on va dire des bonnes conditions d'assainissement. Le sol, c'est une sorte de bioréacteur, de filtre qui permet de purifier les eaux.
c'est l'objectif 13 avec une contribution des sols à l'atténuation des changements climatiques, et l'objectif 15 en fait avec la vie du milieu terrestre. Il faut savoir que les sols servent d'habitat à plus de 25% de la biodiversité de la Terre. Donc c'est quand même assez important. Alors les sols sont soumis à des pressions sans précédent. On ne va pas tous les lister, mais dans les pressions sans précédent qui sont quand même très très importantes, il y a tout ce qui est érosion, notamment hydrique, mais aussi un petit peu éolienne. Il y a des pertes de biodiversité, des contaminations diverses. Et je finirai tout de suite par tout ce qui est artificialisation. En France, il faut savoir qu'on a quasiment 10% des sols qui sont artificialisés. Donc en couverture, on va dire, urbaine, voirie, etc., chemin de fer et compagnie, quoi. Alors par rapport à ceci, si l'on cherche à avoir une sorte de panorama général de l'état des sols aujourd'hui dans le monde, la FAO considère qu'en fait, environ un tiers des sols sont dégradés aujourd'hui et qu'en absence d'action de notre part, donc de notre part au sens collectif, hein, vous et moi, on va aller en 2050 à 90% des sols dégradés. Au niveau de l'Union européenne, des estimations assez récentes, alors je ne rentre pas dans les détails, montrent qu'environ 60-70% des sols sont déjà dans un état dégradé. Donc quelque part, un besoin de réaction assez rapide. Alors, troisième élément de contexte dans cette introduction, c'est le côté besoin en énergie, en partie dû à l'accroissement des populations, mais pas que, parce qu'on a aussi des modes de vie qui changent. Vous avez un schéma qui doit être, j'imagine, totalement illisible de vos places. Même moi, j'ai un peu du mal à lire, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est surtout de se dire qu'à gauche, ce sont un petit peu les sources d'énergie, enfin quantifiées en térawattheures à l'échelle de l'année pour la France, et à droite, les consommations nettes ou les consommations finales, sachant que vous savez, quand vous produisez de l'énergie, que ce soit de l'énergie nucléaire ou de l'énergie électrique thermique, vous avez une déperdition d'énergie sous forme d'énergie thermique, donc qui n'est pas utilisée. Puis on a parfois besoin d'énergie pour entretenir la machine. Hein. Alors ce qui est surtout important par rapport à ceci, ce sont les énergies renouvelables, comment elles se situent par rapport aux besoins en énergie de la France. Alors je dirais que déjà les énergies renouvelables à l'heure d'aujourd'hui, si je compare ceci par rapport à la colonne de gauche, donc on va dire énergie à la source, c'est environ 13% des besoins de la France qui sont satisfaits en énergie renouvelable. Si je me base sur la colonne de la droite, c'est environ 20%. Et dans ces énergies renouvelables, je vous ai mis des couleurs vertes pour tout ce qui est énergie associée à de la biomasse. Alors on a des biomasses solides, notamment le bois énergie, hein, que ce soit le bois bûche, les granulés dont on a beaucoup parlé les derniers temps dans l'actualité. Ça peut être donc des biocarburants avec des cultures spécialisées pour leur fabrication. Et c'est bien sûr aussi d'autres sources d'énergie, notamment qui amènent à la méthanisation. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et à côté de ceci, on a d'autres énergies renouvelables. On a parlé tout à l'heure dans la salle d'agrivoltaïsme. Il y a de fait l'agrivoltaïsme qui est important, mais aussi l'éolien, les énergies hydrauliques, etc., quoi. Alors ce qui est important par rapport à tout ce qui est biomasse, et on le reverra tout à l'heure, c'est qu'on a un peu une diversification des sources de biomasse. Je dirais que dans le passé, c'était surtout la biomasse forestière, auquel on rajoutait notamment tout ce qui était résidus agricoles, et maintenant on est aussi à utiliser des déchets de nature très très diverses. Actuellement, la biomasse, il faut savoir que c'est 55% des énergies renouvelables en France. Et au niveau de la stratégie nationale bas carbone, l'objectif, c'est d'arriver à une mobilisation de la biomasse correspondant à environ 400-450 TWh à l'échelle de l'année, soit une multiplication par 2 ou par 3 de la contribution de la biomasse dans la production d'énergie française. Alors, pour conclure un petit peu, si vous voulez, cette partie contexte, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est confronté à 3 défis qui sont en fait très très liés les uns aux autres. On peut avoir l'impression de 3 sujets indépendants, mais non. Le premier défi, c'est la protection des sols et des habitats associés aux sols. Donc, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, les sols, c'est plus de 25% de la biodiversité terrestre qui habite. C'est l'atténuation du changement climatique. Je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. Atténuation, adaptation, mais atténuation aussi, sinon on va à la catastrophe. Et c'est aussi, bien sûr, la satisfaction des besoins en énergie, et notamment via les biomasses bioénergie, mais pas que. Satisfaction des besoins en biomasse alimentaire et en biomasse autre, éventuellement biomasse fibre, biomasse à d'autres fins de production de médicaments ou autres, éventuellement. Alors, en se souciant par rapport à ces 3 défis, quand même de santé humaine, je ne rentrerai pas dans le détail à ce niveau-là, et bien sûr, et ça doit parler quand même à tout le monde, de durabilité. Alors, durabilité, bien sûr, on peut le dire au sens économique, si ce n'est pas rentable, ça va capoter tout de suite, ça ne va même pas naître, mais aussi de durabilité environnementale, là, ça devient vraiment crucial à différents points de vue, et aussi durabilité au sens agricole et social. Alors, au cœur, si vous voulez, de ces 3 défis, de ces enjeux, bien, il y a la matière organique quelque part.
Alors la matière organique, c'est, on pourrait dire quelque part, le principe actif de tout ce qui est biomasse, bioénergie, mais c'est aussi, on va dire, une famille de composés très très large qui est indispensable à la bonne santé des sols. Et au niveau des sols, il faut savoir qu'un sol enrichi en matière organique, c'est un sol qui va avoir une stabilité structurale plus importante, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, moins sujet à de l'érosion. C'est éventuellement une capacité de rétention des cations, parce qu'on appelle, c'est un peu technique, je m'excuse, le complexe d'échange cationique qui va être renforcé par une contribution des matières organiques à ce complexe, sachant que les argiles sont un peu l'autre composante de ce complexe-là. Et la matière organique va jouer aussi en termes de transport. Et au-delà de ceci, et c'est très très important, je finis par ça exprès pour ça, c'est que la matière organique va jouer le rôle de substrat pour une très très grande diversité d'êtres vivants. Donc je reviens encore sur mes 25% de biodiversité, mais en sachant qu'on va du microbien, bactéries, archées, champignons, à de la microfaune, à de la mésofaune, etc. Donc toute une diversité d'organismes qui ont des besoins différents. Alors, par rapport, on va dire, à ces trois défis, quelle transition peut-on envisager et quel point d'attention doit-on y associer? Alors, quand je dis point d'attention, doit-on y associer, je ne tire pas forcément la sonnette d'alarme. Donc, je ne crie pas forcément au loup, on va dire, mais je veux quand même alerter sur certaines choses qui sont importantes et qu'on en ait conscience, on va dire. On n'a pas toujours les réponses à tout. Je vous dirais parfois que c'est un point d'attention, mais je ne peux pas vous dire éventuellement jusqu'où c'est important, jusqu'où c'est dramatique. Alors en termes de stratégie envisageable, si vous voulez, par rapport à ces trois défis, j'ai distingué, si vous voulez, des stratégies qui, je dirais, qui vont dans le sens de répondre à ces trois défis, ou au moins à deux de ces trois défis, sans avoir d'effet négatif sur le troisième. Et puis d'autres stratégies qui peuvent avoir des effets positifs sur deux de ces défis, et éventuellement un troisième résultat qui serait éventuellement contrasté pour le troisième défi. Enfin, pour un des trois, pas forcément le troisième. Alors, bien sûr, dans les solutions communes, il y a l'augmentation du carbone organique dans les sols. Par rapport à tout ce qui est sol, par rapport à tout ce qui est changement climatique, c'est évident qu'on va au moins satisfaire ces deux choses et que dans certaines conditions, on ne va pas altérer les productions agricoles. Il y a tout ce qui est interculture couvrante. Donc là, je vais vous parler exprès, pas de CIF pour l'instant, j'en vais en parler juste après. Je vais vous parler de CIPAN, donc de culture intermédiaire piège à nitrate, et éventuellement de SIMS, culture intermédiaire multiservice. Et puis, si on continue un petit peu, il y a éventuellement tout ce qui est limitation des intrants minéraux au niveau fertilisant et des pesticides de synthèse. Et si je reviens juste sur ceci, il faut savoir que par rapport à l'énergie dont on parle actuellement, si on a des problèmes d'alimentation en azote fertilisant, c'est bien parce que la synthèse de l'azote fertilisant, c'est très très coûteux en énergie. Et puis pour en rajouter une petite couche, le traitement des eaux usées avec trop d'azote, c'est presque aussi coûteux que la synthèse de l'azote au niveau des eaux usées, au niveau des stations d'épuration. Pour le phosphate, c'est autre chose, ce sont des ressources limitées. On pourrait en rajouter là aussi une petite couche avec éventuellement les problèmes de pollution par le cadmium qui sont souvent associés au phosphate, mais c'est encore un autre sujet. Alors dans les solutions éventuellement qui peuvent avoir des effets positifs sur certains de ces défis et qui éventuellement peuvent avoir des effets plus ou moins négatifs par rapport à d'autres, il y a éventuellement des problèmes de compétition, donc de compétition par exemple entre culture principale de biomasse, bioénergie ou de biomasse alimentaire, voire autre, on l'a déjà cité tout à l'heure. Alors j'ai mis en dessous, mais ça n'est valable que pour la méthanisation et pour les cultures intermédiaires à vocation énergétique, dans une limite de 15% maximum d'alimentation des méthaniseurs en culture intermédiaire à vocation énergétique. Ça n'empêche pas qu'il y ait des compétitions. Et puis quand on parle par exemple de biocarburants, on n'est pas avec ces règles de fonctionnement. Je traite le sujet biomasse en général. L'autre façon qui est aussi importante, l'autre chose qui peut être importante, c'est la compétition entre la valorisation des déchets à des fins de production d'énergie ou la valorisation des déchets en les restituant au sol pour améliorer le fonctionnement des sols ou au moins les préserver. Alors un petit encadré, on va dire, sur tout ce qui est culture intermédiaire à vocation énergétique. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, il y en a qui sont plutôt d'été, il y en a d'autres qui sont plutôt d'hiver. Pour la région sud, je pense que les cultures envisagées seraient plutôt des cives d'hiver par rapport aux problèmes d'eau qui seraient moins marqués à cette époque-là de l'année. On en rediscutera plus tard quand même. Ce sont effectivement des cultures qui ne créent pas de compétition au même titre que deux cultures principales, une bioénergie, l'autre alimentaire. Maintenant, qui peuvent éventuellement la restreindre, on va dire, entre soit un sol nu, soit un sol couvert. Et dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire, on a tout intérêt à avoir un sol couvert pour plein de raisons. Et de fait, la communauté, l'Union européenne nous interpelle sur ceci. Et bien sûr, ces-ci sont principalement, on va dire, dédiés à alimenter des méthaniseurs, mais éventuellement, il peut y avoir d'autres usages de ces cives. Alors, un petit flash quand même sur tout ce qui est stockage du carbone dans les sols. À une époque, on a pensé qu'on pourrait résoudre tous ces problèmes climatiques en stockant du carbone dans les sols, et notamment, vous avez dû entendre parler à la COP 21 du 4 pour 1000,
si on arrivait à stocker, à augmenter le stock de carbone dans les sols de 4 pour 1000 en relatif, hein, pas en absolu, chaque année, on y arriverait, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément faire ça partout. Donc, il y a eu une grosse étude INRAE avec pas mal d'experts qui a duré 2-3 ans, qui a permis de faire un travail assez sérieux. Et grosso modo, ce que l'on constate, c'est qu'en France, au niveau de la France métropolitaine, on a des sols forestiers qui ont des stocks de carbone qui sont relativement importants, pour ne pas dire très importants, et qui ont tendance à augmenter aujourd'hui naturellement, sans qu'il y ait on va dire une pratique spéciale pour ça. C'est un petit peu la même chose pour les prairies permanentes. Par contre, au niveau des grandes cultures, vous le voyez tout de suite, on a des stocks ça doit être des gigatonnes, hein, je m'excuse, ah non, c'est par hectare, donc c'est en tonnes de carbone par hectare. On a des stocks de carbone qui sont beaucoup plus faibles et des tendances qui sont par contre à la diminution. Et de fait, c'est principalement au niveau de ces sols de grande culture qu'il y a une capacité éventuellement d'augmentation de ces stocks par des changements de pratiques. Alors, les stratégies suggérées, je dirais, au terme de cette étude, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y avait des experts très compétents et très complémentaires les uns avec les autres. C'était bien sûr de préserver les systèmes forestiers, ne pas trop changer les choses. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que l'exploitation forestière, c'est tout un pan, mais on peut dégrader pas mal de choses, y compris les ressources en sol forestier, leur fertilité. Au niveau des prairies permanentes, de la même façon, c'est préserver les pratiques. Éventuellement, leur potentiel de stockage pourrait être encore accru en augmentant leur charge en cheptel bovin. Donc c'est un petit peu important, ça peut faire un peu résonance par rapport à ce qui a été dit avant, et j'en reparlerai tout à l'heure en termes d'équilibre alimentaire, entre notamment ration de protéines végétales et protéines animales. Et au-delà de ceci, c'est bien sûr tout ce qui est insertion de prairies temporaires, allongement des périodes de prairies temporaires dans les rotations. Alors, ce qui est, voilà, au-delà de ceci, si vous voulez, quand on fait des calculs, on montre que quelque part, on peut augmenter les stocks de carbone organique dans les sols, on va dire à telle hauteur, et que ça peut correspondre à environ 6,5% des émissions nationales. Donc vous voyez, on est loin du compte si on ne compte que sur l'agriculture pour faire ça. Je dirais qu'il y a des efforts à faire ailleurs, quoi. Alors, compétition de potentiel de surface entre production à des fins de bioénergie ou de matière. En fait, je vais vous faire deux flashs dans cette diapositive. Un flash qui concernera vraiment les problèmes de surface et un flash qui concernera un petit peu l'efficience au niveau énergétique de ces surfaces. Alors, pardon, là j'ai peut-être perdu la main sur le... Hop. Pardon. Déjà. Non, j'ai pas mes 20 minutes là. Non, non. Alors, voilà, au niveau des surfaces, bon, grosso modo, vous voyez, vous avez un camembert de la répartition des surfaces en France, avec au niveau de la SAU totale, une répartition entre terres arables et autres, et au niveau des terres arables, une répartition dans les cultures. Le dernier point n'est pas très important. Ce qui est important, c'est surtout la surface agricole utile qui est utilisée pour de l'élevage, directement ou indirectement, par exemple par des productions fourragères. C'est presque la moitié de la surface agricole utile. De fait, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas perdre des prairies, etc., par rapport à l'avenir, on va dire, de notre planète. Donc c'est éventuellement sur des cultures fourragères qu'on peut baisser les choses. Alors, en point éventuellement qui peuvent être intéressants pour vous, c'est éventuellement de savoir un petit peu quelle est la contribution des énergies bois et de l'agriculture aux énergies renouvelables. Je vais prendre juste les choses du bas. Au niveau agricole, l'agriculture, c'est en gros 25% des énergies renouvelables, 96% de la contribution aux biocarburants, 26% actuellement de la contribution à la production de biogaz et 13% de ce que l'on va appeler l'agrivoltaïsme au cœur du photovoltaïsme au sens global. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, alors je vous fais apparaître toute la fin de la diapositive. Le nucléaire en France, on a, vous savez, 54 ou 56, je crois que c'est 54 centrales nucléaires de puissance variable. Il y en a à peu près la moitié qui sont en service. Là, on en fait redémarrer quelques, mais pas beaucoup. Si en gros, en prenant la moitié de ces centrales en fonctionnement, on est environ à 254 TWh à l'échelle de l'année. Pour vous donner un peu le potentiel de l'agrivoltaïsme, 1000 hectares équipés en agrivoltaïsme, c'est en gros 1,2 TWh à l'échelle de l'année, hein, avec je dirais, des calculs qui tiennent bien la route. Et c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en ayant environ entre 220 et 300 000 hectares en agrivoltaïsme, on compense, si vous voulez, on pourrait remplacer presque cette production. Je ne milite pas contre le nucléaire, hein, mais si vous voulez, ça équivaudrait à la production électrique du parc nucléaire actuel en France, en considérant qu'il fonctionne pour moitié. Si on regarde maintenant tout ce qui est énergie biomasse, donc je n'ai pas d'exemple, de toute façon ils sont très variables hein, suivant le type de biomasse qui rentre dans les méthaniseurs, mais si je prends par exemple la biomasse qui sert au biocarburant, je prends une production d'éthanol à partir de champs de betteraves qui rentrent dedans, et bien grosso modo, vous voyez 1000 hectares de production de bioéthanol, enfin pour du biocarburant, c'est en gros 54 gigawattheures, en gros c'est 20 fois moins par hectare que la production associée à l'agrivoltaïsme, pour vous donner un ordre de grandeur. Hein.
Alors, il me reste 5 minutes, je vais devoir aller très très vite. Ça va être très très dur, oui. Alors, des compétitions entre exportation et restitution, ça c'est relativement important. Le schéma traditionnel, si vous voulez, qu'on avait depuis toujours, c'est quelque part, les forêts, on les exploite notamment pour de l'énergie ou pour éventuellement du bois d'œuvre, du bois industrie, etc. L'agriculture, tout ce qui est résidus de culture, etc., on les restitue au sol, soit directement, soit indirectement, via un compostage ou via d'autres traitements. Et en fait, je dirais dans la nouvelle donne, si l'on peut dire comme ça, eh bien, en fait, on a inventé, entre guillemets, d'autres voies de valorisation de ces déchets-là. On a des cultures dédiées de fait, qui vont vers les biocarburants. On a éventuellement une utilisation avant restitution au sol de résidus de culture, d'effluents d'élevage pour fabriquer par exemple pour de la méthanisation avec une restitution au sol de digestat brut ou de digestat séparé, on va dire, entre phase liquide et phase solide. Et on insère bien sûr dedans tout ce qui est aussi déchets non agricoles, donc on peut encore élargir avec des histoires de biomasse torréfiée ou de biochar quand on va plus loin que la torréfaction classique, quoi. Alors ce qui est important, le message, je dirais un peu de transparence, et pas toute la complexité de cette chose-là, c'est surtout que quand vous restituez un déchet brut, par exemple un fumier ou un lisier au sol, ou un fumier qui a servi à de la méthanisation avant, vous ne restituez pas les mêmes composés organiques, et cela aura bien sûr des impacts sur la microflore et sur la faune du sol. Alors, pas toujours négatif, hein, il ne faut pas tout prendre en noir, mais pas toujours aussi en blanc, hein, c'est un mix des deux. Et il faut savoir juste qu'au niveau de nos sols, on a effectivement des micro-organismes, donc bactéries, champignons, archées, etc. On a une microfaune, une mésofaune qui, je dirais, qui agit au niveau du devenir de la matière organique et qui a besoin de matière organique de qualité et de composition variées. Et effectivement, suivant le type d'apport qu'on leur fait, on n'a pas les mêmes impacts. On peut avoir parfois des toxicités d'ailleurs, hein, associées à des digestats, associées à des excès d'ammonium ou autre chose, mais il ne faut surtout pas généraliser ça. Hein, c'est pas... Alors, je continue un petit peu. Au niveau de la méthanisation avec ou sans cils, donc le titre il est un peu provoquant, mais il n'y a aucun souci. Je dirais que tout ce qui est business plan, si vous voulez, ou choix de configuration, c'est à réfléchir avec différentes questions derrière, et c'est bien sûr lié à des contextes locaux. Et je dirais que dans les choix à faire, il y a quelque part 4 degrés de liberté. Et la question c'est est-ce que les personnes qui se lancent dans la méthanisation veulent les avoir, et peuvent les avoir d'ailleurs, ou ne veulent pas les avoir. Et ces 4 degrés de liberté, c'est éventuellement le choix des intrants dans la méthanisation. Alors pour caricaturer un peu les choses, est-ce que vous voulez avoir une méthanisation sans bout de station d'épuration ou avec, hein, je fais exprès de jouer la caricature pour montrer les enjeux qu'il y a derrière. C'est le choix du process, éventuellement, entre méso, thermophile ou autres process continu, discontinu. C'est aussi le choix du post-traitement des digestats avec éventuellement séparation des phases solides et liquides et éventuellement l'intensité de la séparation. Certains agriculteurs préfèrent épandre séparément la phase liquide avec notamment pas mal de contenu, on va dire, azoté, une richesse en ammonium, et séparer ceci des apports de digestats solides avec plutôt chargés en phosphate et qui amènent plutôt la matière organique au sol, quoi. Et c'est ensuite le choix du type d'exportation où là j'aurais tendance à dire le degré de liberté il est peut-être quand même associé à la présence de réseaux soit de GRDF, soit d'EDF, donc il n'y a peut-être pas de vraie liberté à ce niveau-là, quoi. Mais les tendances, c'est quand même, on va de plus en plus vers de l'injection de biométhane dans les réseaux de GRDF. Hein, je crois que c'est la tendance globale. Alors tout ceci, bien sûr, la réponse, elle va dépendre de plein de facteurs, mais elle va dépendre du fait que les organisations se mettent en place, on va dire, en individuel, ce qui n'est pas forcément très réaliste, parce qu'il faut quand même quelques centaines d'hectares pour qu'un méthaniseur puisse fonctionner à l'échelle de l'année en continu. Est-ce que ça se fait au niveau, on va dire, coopérative ou groupement d'agriculture, ou est-ce que ça se fait avec d'autres collectifs, éventuellement avec une cave du Silbaume de Venise qui a un méthaniseur, ou avec éventuellement des structures qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Je pense éventuellement à la station d'épuration des eaux de Marseille qui a un méthaniseur. Mais là, effectivement, les conséquences peuvent être différentes, quoi. Alors, pour être rentable, donc, il y a quand même des histoires de calendrier, notamment culture d'hiver. Il faut surtout la faire durer le plus longtemps possible, parce que peut-être dans les 2-3 dernières semaines de culture, c'est là où je dirais, vous allez avoir une grosse production de biomasse. Et si vous n'attendez pas ça, ça ne sera pas forcément rentable. Et si vous attendez trop, c'est votre culture d'été qui va en souffrir. Et on pourrait faire le discours inverse pour tout ce qui est culture intermédiaire d'été. Il va y avoir bien sûr des compromis de calendrier à avoir, si vous voulez. Il y a éventuellement des problèmes d'émissions d'oxynitreux associés à une fertilisation azotée qu'on n'apporte pas justement dans le cas des CIPAN, qu'on apporte de façon très très modérée. Donc les cultures intermédiaires pièges à azote. Là, on va avoir tendance pour garantir les rendements à fertiliser en azote. Alors ça peut être de fait juste les digestats, enfin la fraction liquide des digestats, mais ça, il peut y avoir d'autres choses pour garantir. Et là, il y a un risque d'aller à contre-effet, on va dire. Hein. Et puis il y a quand même tout le problème de la gestion de l'eau,
qui existent ailleurs pour des cultures intermédiaires. Je vois au niveau bassin d'Euro-Garonne, il y a des études qui montrent qu'à une fréquence d'environ tous les 5 ans, il y a un petit problème pour les cultures de printemps qui suivent. Ce ne sont pas des cives, ce sont des cipanes classiques. Je pense que dans le Midi, effectivement, on peut avoir ces problèmes-là, donc il faut effectivement les évaluer, les raisonner, quoi. Alors, dernière petite chose, et éventuellement, si je n'ai pas le temps, je passe directement en conclusion. D'accord. Donc je vais laisser tout le côté, on va dire, politique internationale, européenne et française. J'ai le mauvais rôle, excuse-moi Pierre, j'ai le mauvais rôle parce qu'il faut que il n'y a pas de je respecte le timing. Il n'y a pas de souci. Donc éventuellement, de toute façon, j'ai laissé la présentation en PDF et ça ne me choque absolument pas qu'elle soit ensuite mise à disposition sur, je sais pas, le site de la Chambre régionale ou autre, ce n'est pas du tout un souci. Donc je vais juste au niveau de la conclusion, ce que j'avais ici au niveau des politiques, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une grande attention à tous les niveaux, que ce soit au niveau international, mondial, au niveau européen et au niveau français, à ces problématiques-là. Elles prennent vraiment de l'importance, que ce soit au niveau de la recherche ou du développement. On a parlé de la PAC tout à l'heure, mais il n'y a pas que la PAC. Il y a d'autres politiques qui sont vraiment sur le devant de la scène, et notamment une législation sur les sols qui va naître au niveau européen, soit fin 2022, soit début 2023. Alors au niveau de ces conclusions, alors, tout d'abord, effectivement, je vous rappelle un petit peu les objectifs de la stratégie nationale bas carbone pour 2050. C'est des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre en équivalent CO2, peu importe que ce soit du CO2, du méthane, autre chose. Donc, pour partie, par l'utilisation de biomasse bioénergie, et donc à hauteur de ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'environ 450 TWh dans ce qui est espéré. En sachant que là, on produit de l'énergie en consommant, minéralisant du CO2, mais quelque part, on le restitue plus tard à la biosphère, en fait, en l'immobilisant à nouveau, quoi, contrairement à tout ce qui est carbone fossile. Alors, quelques points de vigilance, c'est tout ce qui est préservation, restauration et utilisation durable des sols. Donc, je viens de vous le dire à l'instant, une réglementation de l'Union européenne à venir très prochainement. C'est la transition agroécologique, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important aujourd'hui. De fait, dans les débats qui ont eu lieu au niveau des députés européens, ça a été évoqué quand même, avec, je dirais, tout ce qui est bonnes conditions agricoles et environnementales, donc on va dire la conditionnalité des aides au niveau des aides de l'Union européenne à la PAC. Donc je vous rappelle un petit peu dans les points d'attention, c'est les compétitions entre surfaces agricoles pour production de biomasse énergie, production de biomasse alimentaire, production de biomasse autre. C'est la nécessité quand même du maintien des surfaces en forêt, du maintien des prairies permanentes, du maintien bien sûr des zones humides pour d'autres raisons, mais c'est aussi en partie lié au gaz à effet de serre. Et au niveau enfin de nos habitudes de vie, c'est éventuellement des évolutions à envisager, à accompagner, à aider, éventuellement à discuter de façon participative, notamment en termes de façon de vivre et je pense de régime alimentaire, et aller vers plus de protéines végétales, moins de protéines animales. C'est aussi quelque part protéger un petit peu nos ressources, que ce soit en sol, notre climat, etc., quoi. Alors, deuxième partie des conclusions, je vous rappelle que les énergies biomasse sont en ordre de grandeur décroissant, c'est d'abord le bois, pour presque 100 TWh, puis les biocarburants actuellement pour 35 TWh, mais je vous ai mis un mais, dans le sens où vous savez que l'Union européenne demande à ce que la fin des moteurs thermiques à échéance 2035, donc quid de l'avenir de cette filière-là à différents niveaux. Et c'est le biogaz qui évolue. Donc je vous ai mis des chiffres ici, mais j'en avais déjà discuté avec plusieurs personnes. J'ai eu du mal à trouver les chiffres parce qu'en fait, ça évolue très très vite en France. On est aussi très en retard par rapport à des pays comme l'Allemagne, qui il y a quelque temps avait 10 fois plus de méthaniseurs que nous. Et donc je pense qu'on rattrape petit, donc ça ne doit pas être 10 fois plus aujourd'hui, mais on a pas mal de retard à rattraper. Voilà. Et dernière chose, ne négligeons pas quand même tout ce qui n'est pas biomasse, bioénergie dans les énergies renouvelables et notamment ne négligeons pas l'éolien, alors qui est agricole parce que c'est installé sur des parcelles agricoles mais qui n'est pas réellement agricole. Et aussi ne négligeons pas quand même le solaire photovoltaïque avec quand même parfois des associations qui sont très win-win, je dirais, gagnant-gagnant, que ce soit au niveau agricole et au niveau énergétique. Et on pourrait aussi classer dans la même catégorie tout ce qui est agroforesterie. Voilà, je m'arrête là, merci. Merci Pierre. Voilà. Eh ben, c'est compliqué. Vous avez vu les diapos, la densité des diapositives. Je disais à Pierre dans la préparation, il y a une ou deux ou trois thèses derrière chaque diapositive au moins. Donc voilà, je vais demander, merci Pierre, je vais t'inviter à rejoindre le public et je vais demander à Olivier Dauger de me rejoindre. Olivier qui arrive de
de Picardie. Ah ben on ne dit plus Picardie maintenant, on dit Hauts-de-France. On s'est croisés, alors c'est assez marrant, dans une vie antérieure, j'ai croisé Olivier quand j'avais des fonctions à la Chambre régionale d'agriculture en Picardie et à la Chambre départementale de la Somme. Donc Olivier est président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Il est également membre du conseil du bureau de la Chambre de la PCA, l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture, qu'on appelle maintenant Chambre d'agriculture France, aux côtés d'André, entre autres. Il est aussi membre du conseil d'administration de la FNSEA. Je continue le plastron. Voilà. Voilà, donc en fait, Olivier va nous ramener directement sur les pieds sur terre, faire le lien avec ce que vient de nous présenter de manière cadre général Pierre Renaud. Et donc je demande à Olivier d'intervenir donc lui sur son positionnement en tant qu'agriculteur, en tant que responsable professionnel agricole sur ces problématiques. Voilà. Et dans un deuxième temps, nous repartirons sur la table ronde. Voilà. Merci. Je vais essayer de donner quelques éléments. C'est vrai qu'en 10 minutes sur un sujet comme ça, c'est court. Et s'il y a des questions après, bien sûr. Et je vais essayer de compléter le rapport de l'étude, la présentation de l'INRA qui reprend bien les choses. On voit bien toute la complexité de tous les sujets d'une équation qui est compliquée, je ne sais pas, mais en tout cas très complexe. Donc je suis président de la Chambre des Hauts-de-France. Je suis en charge des sujets climat-énergie depuis avant les accords de Paris. Donc des COP jusqu'au terrain maintenant, parce que par le développement qu'on peut faire dans les chambres d'agriculture. Mais tous les sujets, c'est pour ça que je dis bien climat-énergie, parce que le sujet de l'énergie vient du climat. Je rappelle simplement que la décision de sortie du fossile vient des accords de Paris. C'était la première raison de se poser la question, mais si on sort du fossile, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire plus d'électricité, mais on aura quand même besoin d'un peu de gaz. Je ne vais pas dire ça à mes amis de GRDF. On aura besoin, on consommera moins de gaz demain, mais on aura besoin d'un peu de gaz. Et si on veut plus être dépendant du fossile, et depuis ce qui se passe depuis 8-9 mois, la dépendance, elle n'est pas que liée au climat, elle est liée à la géopolitique. Et puis cette idée de se dire que longtemps, on a été dépendant des autres. D'abord au niveau énergétique, on se rappelle des crises des années 70. Ensuite, dans l'esprit de beaucoup, en disant on va aller produire loin. Et nous, on sera une société de services et puis on consommera et on fera venir de Chine et d'ailleurs à pas cher. On remarque que ce système-là, il a ses limites. Il a ses limites au niveau climatique, il a ses limites au niveau environnemental et il a aussi ses limites maintenant au niveau géopolitique. Et ça, c'est un des éléments importants, avec un autre élément qui devient très important, que le monde écologique appelait la consommation de la terre, qu'on consommait de terre, de ce que la capacité de la terre à produire tous les ans. Et donc, à un moment donné, il se pose des questions. Aujourd'hui, les flux ne sont plus infinis, on le voit bien au niveau énergétique. On le voit au niveau alimentaire, contrairement à ce qu'a dit le député Biteau tout à l'heure, ou chez Nandrieux, le côté alimentaire, la souveraineté alimentaire est un vrai sujet aujourd'hui, aussi bien en France, on consomme plus de 50% de ce on apporte plus de 50% de ce qu'on consomme, mais aussi au niveau du monde, et dépendre des autres pays et du monde, alors que le monde a besoin de se nourrir aussi, c'est pas forcément très sympathique pour eux. Déjà, ils n'ont pas forcément les mêmes règles du jeu que nous, mais en plus, on va chercher l'alimentation ou d'autres produits chez eux, alors qu'ils en auraient peut-être besoin eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc ça, c'est des vraies questions de changement, avec ces deux sujets hyper importants aujourd'hui, qui sont la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, les trois sujets, et les gaz à effet de serre. Et en fait, dans ces trois sujets, l'agriculture a complètement sa place. Et c'est ça qui fait un gros changement par rapport, on disait que l'agriculture, c'est l'alimentaire, il n'y a que l'alimentaire, c'était vrai, parce qu'on avait autre chose. Je rappelle simplement qu'avant l'ère du pétrole, l'agriculture, elle faisait déjà tout. Elle faisait le chauffage, elle faisait le transport, elle faisait quand on nourrissait les bœufs, les chevaux et tout ça. Donc c'est pas du tout anormal. Et pourquoi ? Et par quoi ? Donc on parle beaucoup du photovoltaïque, je reviendrai sur l'agrivoltaïque après. Et par le produit de la photosynthèse, qui est simplement le travail du soleil sur nos sols. Et plus les sols sont en bonne santé, et plus ils sont vivants et régénérés, plus ils sont résilients et plus ils ont du potentiel aussi. Naturel, il faut faire attention de que ça reste naturel justement, mais on est véritablement dans ce qu'on appelle la bioéconomie alimentaire, énergétique, matériaux et chimie, et là l'agriculture a complètement sa place. Donc déjà il y a le fait de faire comprendre dans les esprits que l'agriculture, et quand on parle de méthanisation, quand on parle d'agrivoltaïsme, quand on parle de produits de matériaux, en soi c'est pas complètement aberrant. Après il faut le faire de manière à garder, et ça c'est un des éléments
pour nous essentiel, chambre d'agriculture ou même syndicalisme majoritaire, et même les autres, c'est de garder véritablement la production alimentaire prioritaire. Ça, c'est un des éléments essentiels. C'est-à-dire que le rôle d'un agriculteur reste l'alimentaire. En plus de l'alimentaire, je dis bien en plus, et pas en disruption par rapport à l'alimentaire, il peut faire. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, on est à 20-25% de production de NR issue de l'agriculture, mais le potentiel est énorme. Aussi bien au niveau des sols, ça a été dit sur les 300 000 hectares potentiel de sol en agrivoltaïsme, si on faisait tout en sol, mais aussi le potentiel au niveau méthanisation, par exemple. On parle selon les études, 120, 140 TWh qui pourraient venir notamment de l'agriculture et 80% venant de l'agriculture. Donc le potentiel est là. Ça veut dire que on peut le faire sans remettre en cause la production alimentaire. Les enjeux agricoles, ils sont énormes. Avant de venir sur la méthanisation, ils sont énormes. Si je suis trop long, tu me dis. Ils sont énormes parce que ça a été dit de l'après-midi, l'agriculture, elle est victime cause solution, donc déjà elle doit solutionner ses problèmes de victime. Et ce n'est pas que les assurances qui sauveront l'agriculture, même si les assurances sont un élément, une brique essentielle. Et il y a des assurances aussi qui sont liées à l'évolution de l'agriculture vers une transition vers l'agroécologie qui permettent aussi d'être plus résilients et une meilleure qualité des sols. Il y a tout ce qui est cause. On émet 20% des gaz à effet de serre, comme toute activité humaine, on émet, donc il faut qu'on corrige. Nous, agriculteurs, on ne corrigera pas à 100% parce qu'on sait qu'on est sur des systèmes naturels, donc on nous demande 45%, sachant qu'il y a des émissions qu'on ne pourra pas gérer, sachant qu'elles ne sont pas liées à l'homme, elles sont liées à la nature. Et puis, solution, je viens de le dire, sur l'énergie, sur le carbone et tout ça. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants, et ça marche pour la méthanisation aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite, et que chaque solution est liée à son territoire, à son gisement, à son exploitation. Je pense notamment à la méthanisation, au gisement. C'est-à-dire que c'est des développements, la production d'électricité aussi sur une exploitation agricole est liée aussi au type d'exploitation, au type de production qui sont faits sur cette exploitation. Donc ça, c'est un élément important parce qu'on a un peu trop tendance à dire, et même les politiques de temps en temps, que les solutions, elles sont simples, elles sont binaires, il suffit de faire, il n'y a qu'à faucon. Malheureusement, peut-être heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même ça qui rend passionnant le métier, il n'y a pas de solution. L'autre gros enjeu pour l'agriculture, c'est sa souveraineté énergétique. On n'y pense pas souvent aujourd'hui, souveraineté énergétique du pays, mais on est un métier qui dépend énormément de l'énergie. Je ne vais pas dire ça à mon ami André, énormément. Et je crois d'ailleurs que la plantation des méthaniseurs sera liée aussi justement à la dépendance par rapport aux engrais. C'est aussi une solution pour l'agriculture de sortir de sa dépendance par rapport aux énergies. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se posent la question de mettre en production pour l'année prochaine avec les prix d'électricité qui existent. Dans ma région, les endiviers, par exemple, mais il n'y a pas que, il y en a partout. Moi qui m'en occupe du sujet au niveau national et qui remonte auprès des ministères, j'ai des demandes tous les jours de filières ou de gens qui me disent « Olivier, au prix de l'électricité, au prix de l'énergie, si on n'a pas des aides, on ne peut pas produire. » Ou on produit, mais à forte perte. Donc cet esprit de répondre par la biomasse, par la photosynthèse, de répondre à l'enjeu de l'énergie pour la société, de la transition et pour la géopolitique, mais il y a aussi pour les agriculteurs de répondre à leurs problématiques pour produire demain, pour continuer à produire demain, sans être dépendant des autres. L'importance de l'économie circulaire, et là la méthanisation c'est un magnifique exemple d'économie circulaire. Les accords de Paris, c'était quelque part une remise en cause de la mondialisation, si on va jusqu'au bout. Ça a commencé à taper dans la fourmilière, je dirais. Ça n'a pas forcément changé les habitudes. Les bateaux et tout ça continuaient à y aller franco. La crise géopolitique que l'on vit aujourd'hui et la crise de la fin des flux, comme je l'ai dit, font poser la question justement de la valorisation de ce qu'on peut valoriser sur nos territoires pour le territoire. La méthanisation, c'est des intrants, des effluents, c'est de la biomasse, c'est des cives, ça a été dit, c'est des résidus de culture. Demain, c'est des biodéchets. Tous citoyens que nous sommes, on va devoir trier nos poubelles dans les mois qui viennent, justement avec les biodéchets. D'ailleurs, je vous invite tous, et je nous invite tous, on n'est pas beaucoup l'habitude en France, mais à bien trier, parce que c'est un véritable potentiel énergétique et engrais derrière, parce que dans un méthaniseur, on met des intrants, on fait de l'énergie, on ressort un digestat qui est un engrais organique. On parle de la diminution de l'élevage, c'est une réalité depuis 30 ans, mais ça va sans doute continuer. On parle, et ça a été dit, d'un rééquilibrage protéique, sans doute.
Et voilà, en tant que responsable professionnel, je ne suis pas gêné de le dire, parce que c'est vrai qu'avant, on était à 2 tiers végétal, 1 tiers animal. Ça, c'était avant, je dirais, il y a un siècle. On est passé à l'inverse, 2 tiers animal, 1 tiers végétal en protéines. Ce ne serait peut-être pas complètement aberrant par rapport à certains équilibres de revenir peut-être à 50-50 dans un premier temps. Mais en tout cas, de se dire que, voilà. Mais de toute façon, l'élevage est en diminution de 1 ou 2% par an depuis une trentaine d'années. Donc quand on me dit qu'il faut baisser de 30%, j'ai envie de dire aux gens, arrêtez de taper sur l'élevage. De toute façon, malheureusement, pour des raisons diverses et variées, et aujourd'hui, à cause du climat, vous avez une décapitalisation impressionnante en termes d'élevage bovin aujourd'hui dans les territoires, et bien dans les territoires, parce que dans mon territoire des Hauts-de-France, c'est la même chose. Et donc tous ces éléments sont importants. C'est la production de gaz, je l'ai dit, donc valorisation c'est là où le lien avec le territoire, le gisement du territoire et l'énergie pour les territoires est important. C'est le lien aussi de pouvoir produire de l'énergie pour les territoires. Dans la loi qui va sortir, on a ce qu'on appelle en bon français les PPA, c'est-à-dire les contrats directs que pourront faire les collectivités ou les particuliers demain, ou les entreprises demain avec des producteurs d'énergie locaux. Ça peut être de l'autoconsommation aussi, je l'ai dit. Donc là, il y a tout un travail à faire d'économie circulaire, de valorisation, d'engrais. Et aussi, sur l'agrivoltaïsme, juste un tout petit mot rapide. L'agrivoltaïsme, la méthanisation, on l'a choisi, la profession agricole, l'État, de ne pas faire comme nos amis allemands, dès le départ, de brider la méthanisation alimentaire, à base de produits alimentaires. Ça paraît évident, mais c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont fait le contraire. Alors c'est sûr qu'ils ont fait des méthaniseurs maïs et des méthaniseurs betteraves. Ils en ont fait 12 ou 15 000 en 7-8 ans à l'allemande. Et après, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, il y a de la pression sur les terres, il y a de la pression sur la production alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous, on a dit dès le départ, c'est de l'économie circulaire, un petit peu d'alimentaire pour éventuellement que ce soit la ceinture de sécurité par rapport au potentiel. Voilà. En agrivoltaïsme, c'est pareil. Sur nos sols, on peut produire de l'agrivoltaïsme tout en produisant de l'alimentaire. Je pense que chez André, c'est l'exemple type, mais en serre, mais on le voit dans beaucoup d'endroits. Donc c'est là-dessus aussi, il faut faire attention. L'artificialisation liée à un changement de destination des terres agricoles, ça peut être tentant, on se dit c'est quelques hectares, mais quelques hectares partout, ça finit par faire beaucoup d'hectares. Et c'est pour ça d'ailleurs que la discussion sur le lien avec la PAC est important, et on continue à travailler aussi avec le gouvernement français pour ne pas perdre cette éligibilité PAC. Parce que à partir du moment où vous perdez l'éligibilité PAC, c'est pas les. Bon, sur une serre, c'est plus, je suis d'accord, mais sur des terres agricoles, c'est pas énorme par rapport à la production énergétique. Mais vous perdez la faculté de pouvoir produire demain, de repouvoir produire demain de l'alimentation sur ces terres. Donc vous avez véritablement un enjeu. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça se termine. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment sur un sujet qui est un sujet de développement économique pour les exploitations, qui est un sujet de durabilité pour les exploitations, je l'ai dit pour l'énergie. Quand je dis développement économique, c'est des autres ressources potentielles. Attention, le problème de l'élevage, par exemple, ou le problème de l'agriculture, c'est pas forcément lié au principe de production, c'est souvent lié au prix. Et il ne faut surtout pas que le développement de ces filières, méthanisation, valorisation de la biomasse, qui amène un plus avec les sols couverts et ainsi de suite pour les sols, parce que si on le fait bien, on couvre ces sols, on utilise les cives et on augmente la matière organique, on augmente le carbone dans le sol, et si on applique des techniques de non-retournement de sol et ainsi de suite, on peut capter plus. Mais il faut bien voir quand même que si on veut que ça réussisse, il faut que le produit alimentaire, le prix du produit alimentaire soit payé à sa juste valeur. Je le dis parce que c'est un petit peu tendance de certains à dire on va payer les agriculteurs à faire autre chose et comme ça on n'aura pas de problème, on aura de l'alimentation pas chère. Si on veut de l'alimentation de qualité, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas taper sur le consommateur, mais l'alimentation ça a un coût. Il faut reconnaître le coût de l'alimentation, c'est ce qui permettra de demander aux agriculteurs d'appliquer des pratiques plus vertueuses, mais sans doute un peu plus coûteuses. Donc voilà, je pense que c'est important et de faire comprendre en termes d'acceptabilité que le fait de voir la photosynthèse dans son ensemble revenir dans les exploitations, ce n'est pas du tout aberrant dans le cadre d'une logique de l'exploitation en termes de développement durable, économique, environnement, social, création d'emplois et ainsi de suite, parce que quand on crée des méthaniseurs ou des projets de fermes photovoltaïques ou agrivoltaïsme, on crée aussi de l'emploi, donc en termes de territoire. Et pour que ça soit acceptable par le citoyen, il faut impérativement que les projets soient au niveau humain, je dirais, d'une taille d'exploitation agricole, parce que pour les voisins, vous comprenez beaucoup plus l'intérêt que de voir, par exemple, des très très gros méthaniseurs ou des très très grosses fermes photovoltaïques. Peut-être que ça va plus vite à mettre en place, mais après, en termes d'acceptabilité, c'est des cailloux dans la chaussure, on a beaucoup de mal à s'en défaire. Voilà.
Merci Olivier pour cette présentation. On peut applaudir effectivement ce cadre politique, ce cadre territorial, ce cadre économique qui conforte le cadre scientifique, technique qui nous a été présenté. Je vais maintenant inviter les membres, les participants à la table ronde, donc, qui vont me rejoindre. Je vais demander à Olivier Courtial de me rejoindre. Alors. Olivier Courtial, agriculteur. Je vais demander... Tu veux me mettre la diapo parce que je ne sais pas où elle est. Hop, avec la table ronde. Voilà. Je demande à Olivier Bresson de me rejoindre, donc GRDF. Également Florian Breton, de la plateforme Mimosa. Je vais demander à Florence Doucet, de Crédit Agricole SA. Alors, et puis Bénédicte Martin, conseillère régionale, vice-présidente à l'agriculture. Bonjour Bénédicte. Installez-vous. Ah, il y a... Non, attends. Il y a une chaise qui a été isolée. Hop, mettez-vous là. Voilà. C'est bon? Allez, hop, on y va. Et moi, je vais me mettre sur le côté. Voilà. Donc, je vais demander donc, à Olivier Courtial, ça va faire la jonction entre les agriculteurs, donc les deux Olivier. Je vais demander à Olivier Courtial de nous présenter un petit peu sa genèse, oui, si vous voulez. Donc, je vous donne 5 minutes chacun pour présenter. Voilà, 5 minutes, je serai le gardien du temple. Et ensuite, dans un deuxième temps, l'intérêt, c'est que vous puissiez vous exprimer au niveau de la salle, poser des questions. Il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, des interrogations. Donc l'idée, c'est que vous puissiez participer, échanger avec les personnes à la table ronde. Et je demanderai également après à Olivier et à Pierre de nous rejoindre pour participer à la discussion. Bonjour, Olivier Courtial. Je suis agriculteur au sud de Valence. Alors moi, je fais de la céréale et puis un peu de maraîchage. Avant, je faisais pas mal de tomates et puis maintenant, je fais de l'ail. Voilà, bon, notre projet a débuté par des objectifs d'autonomie fertilisante. On était 3 agriculteurs avec un assolement global à peu près de 500 hectares dans une même typologie de production. 3 exploitations assez proches l'une de l'autre. Bon, la genèse, elle a commencé par l'autonomie fertilisante, mais pour dire la réalité, en fait, on était tombé en panne d'une moissonneuse-batteuse et on était en train de refaire le monde et on s'apercevait qu'on avait beaucoup de matière organique autour de nous, beaucoup de gaspillage dans toute la filière alimentaire, des producteurs de matières premières que sont les agriculteurs jusqu'à les industriels pour la transformation et la distribution. On s'est dit, nos sols s'appauvrissent en matière organique, on n'a aucune autonomie fertilisante, il faut qu'on trouve un système pour récupérer toutes ces matières organiques et les restituer aux surfaces de nos assolements. Voilà. Donc on a débuté, le plus important c'est bien évidemment de dimensionner et surtout de faire une étude de faisabilité. Donc il faut absolument regarder les besoins et aussi les ressources. Les ressources, qu'elles soient en amont d'un projet de méthaniseur, mais aussi en aval pour la distribution des produits, que sont le digestat pour le plan d'épandage au sein des assolements, et puis aussi, bien sûr, la valorisation énergétique, ou par cogénération, ou alors bien par injection. Nous, on a eu la chance d'avoir un réseau GRDF pour distribuer le gaz directement issu de l'épuration de notre unité. Donc on a débuté avec une étude et puis on a sorti un dimensionnement, bien sûr, une puissance. Et après, bien, il faut faire émerger le projet. Bien sûr, la difficulté sur la méthanisation, je ne le cache pas, c'est l'acceptabilité. Alors une acceptabilité auprès des élus, déjà, et puis les riverains. Donc c'est une opération que nous, agriculteurs, on n'est pas toujours habitués à faire.
Communiquer, ce n'est pas le cœur de notre métier, on est plus habitué à produire, à faire pousser les plantes. Travailler avec le vivant qu'avec l'humain. Et l'aspect social est tout aussi important que l'aspect technique dans un projet de méthanisation. Nous, pour rentrer dans l'exemple type de notre projet, nous avions déjà identifié un collectif lié à un passif sur notre commune, lié à d'autres activités, pas forcément agricoles. Donc il nous a été assez facile de rentrer en contact avec ce collectif, avec les élus bien sûr. Bon, ça c'est la première des choses à faire, ne serait-ce que par politesse envers les élus locaux. Il faut immédiatement rentrer en contact avec eux. Mais pour en avoir parlé avec d'autres projets agricoles de méthanisation, la difficulté, c'est de se faire surprendre. Se faire surprendre par un collectif qui a l'air assez conciliant au départ et devient hostile juste au moment où votre projet risque d'émerger et sortir du sol. Et ça, c'est très douloureux pour un porteur de projet. Et beaucoup d'exemples révèlent en fait une chronologie d'opposition qui arrive au dernier moment. Donc, je dirais que le travail dans un projet de méthanisation, il est au départ. Alors après, il y a la production. Nous, on peut dire qu'on a fait un premier jet la première année avec 90% d'endogène, des productions de cives essentiellement, donc d'hiver puis aussi d'été, puisque nous avons la ressource en eau avec le Rhône. Même si on est aux portes du Midi, on arrive encore à faire pousser des choses l'été, malgré des excès climatiques. Et ça nous a permis, la première année, d'acquérir une stabilité biologique au sein de notre activité de méta. Et bien sûr, on a répondu aux sollicitations locales d'exutoires un peu sur les déchets organiques. Et ça nous a été un petit peu plus délicat dans la montée en puissance de notre installation et notamment la compétence à acquérir, les autorisations administratives. Donc un méthaniseur est fait pour avant tout solliciter à la genèse d'un projet agricole, mais il ne faut pas rester fermé sur les exigences locales parce que nous, pour notre exemple, on a été fortement sollicité pour résoudre des problèmes liés à l'exutoire d'industries agroalimentaires, pour citer dans la vallée du Rhône, transformation de fruits, que ce soit Charles et Alice ou Andros ou d'autres, à Granat. Localement, nous avions suffisamment d'industriels pour valoriser des déchets organiques qui avant étaient pas valorisés. Donc voilà, nous on a su s'adapter, faire évoluer notre projet, tout en gardant la fibre très agricole de notre méthaniseur. Voilà pour. Merci Olivier, c'est parfait. En plus, ce qu'on constate, donc, c'est que c'est un changement de métier quand même. On passe d'un métier d'agriculteur, producteur de culture ou d'éleveur, à un métier de technique. La compétence méthanisation, c'est quand même quelque chose de particulier. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais passer la parole. Alors, on produit du gaz dans un méthaniseur. Il faut le transporter, il faut le distribuer, il faut l'utiliser. Donc, je vais passer la parole à Olivier Bresson, donc, qui va nous expliquer un petit peu ce que fait GRDF dans ce domaine-là. Merci. Oui, donc je suis Olivier Bresson, je suis directeur régional pour la région Sud-PACA pour GRDF. Alors vous parliez de changement de métier, alors inutile de vous dire que nous les gaziers, on a complètement changé de métier. Et quand je suis rentré à Gaz de France, ça fait très longtemps, si on m'avait dit que tu interviendrais devant une assemblée d'agriculteurs, je pense que je n'aurais pas cru. Si, ça aurait été peut-être pour négocier des conventions de passage pour des canalisations de transport, mais sûrement pas pour parler de gaz. Alors, juste 2 mots sur GRDF, Gaz Réseau Distribution France.
Nous, notre mission, c'est de raccorder les clients au réseau de distribution, acheminer le gaz pour le compte des fournisseurs, et puis entretenir, exploiter ce réseau de distribution de gaz. Et puis depuis une dizaine d'années maintenant, on a une mission complémentaire qui nous a été attribuée, c'est de développer, de contribuer au développement de la production de gaz vert sur le territoire national. En 2012, quand on a commencé à s'intéresser à ça et à parler de biométhane à GRDF, c'était très compliqué de trouver des installations d'injection. Pour vous dire, il y en avait quelques-unes en France et c'était très difficile de les trouver. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, et le chiffre change tous les jours, donc je l'ai vérifié tout à l'heure avant d'intervenir, on a 475 installations qui injectent sur le territoire national. Je dis bien installations qui injectent sur le territoire national, ce qui représente une capacité de production de biogaz de 8 TWh. Alors 8 TWh, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Sachez que la consommation de gaz sur le territoire de la région PACA, c'est 13 TWh. Et ça a été dit tout à l'heure, la quantité de gaz consommée aujourd'hui en France, ça tourne autour de 400 TWh. Ça représente 16% de l'énergie primaire consommée en France. Voilà, donc ça a été dit, et je vous en remercie, hein, le gaz aujourd'hui a toute sa place dans le mix énergétique, même si on parle beaucoup des problèmes d'électricité aujourd'hui, on a toute notre place, et nous on considère que le gaz a encore toute sa place pour longtemps dans le mix énergétique. Sous deux conditions. Si on veut rester dans le mix, il y a deux choses, et c'est les deux axes sur lesquels on travaille, c'est aider nos clients à réduire leur consommation d'énergie, réduire leur consommation de gaz. On parle beaucoup de sobriété en ce moment, mais on peut parler aussi d'efficacité énergétique, donc on travaille à aider nos clients à consommer moins. Et le deuxième point important pour nous, si on veut rester dans le mix, c'est de verdir notre énergie et de remplacer progressivement le gaz dit naturel, je mets des guillemets, parce que maintenant qu'on dit naturel, ça fait sourire certains, par du biogaz et du biométhane aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, 8 TWh, et on a une dynamique qui est très forte aujourd'hui. On a 2 ou 3 installations qui sont mises en service chaque semaine sur le territoire national. Une dynamique très forte qui nous amène à penser que quand on dit 20% de biogaz à l'horizon 2030, on devrait être très proche de la réalité. C'est une ambition aujourd'hui qui est clairement affichée et tout à fait réaliste, 20% de biogaz à l'horizon 2030. Avec une part du biogaz agricole qui sera très importante. Évidemment, on a parlé de la possibilité de produire du biogaz aussi par les steppes. On a la steppe d'Avignon, pas très loin d'ici, qui injecte aujourd'hui du biogaz. Mais le gros de la production de biogaz, ça sera du biométhane produit par les déchets agricoles. Alors ça aussi, ça a été dit, mais c'est bien de le répéter parce que parfois, il y a des idées fausses qui circulent, en particulier quand on se compare à l'Allemagne. 15% maximum de production dédiée qui peuvent rentrer dans le méthaniseur. Donc on est bien sur une méthanisation qui produit du gaz à partir de déchets et non pas de cultures dédiées. Petit zoom rapide sur la région sud PACA. Je ne sais jamais s'il faut dire sud ou PACA, donc je dis sud PACA, comme ça je suis tranquille. Sur cette région, je dirais qu'on n'est pas les plus en avance en termes de méthanisation agricole. On a 6 installations qui injectent sur la région qui sont des steppes, des stations d'épuration. Il y a de nombreux projets, il y a des projets agricoles, on a une quarantaine de projets dans les tuyaux et on considère qu'à un horizon assez proche, on devrait pouvoir injecter pas loin de 901 TWh au périmètre de la région PACA. Donc il y a une vraie dynamique sur cette région également. Nous, notre rôle à GRDF, en fait, je ne sais pas s'il y aura question, mais on n'investit pas dans les installations de méthanisation. Ce n'est pas dans notre périmètre. En revanche, on est là pour créer du lien, pour favoriser les projets, pour aider les projets à se monter, mettre en lien les futurs producteurs avec des bureaux d'études, et puis aussi travailler avec les collectivités, travailler avec les élus, parce que, ça a été évoqué tout à l'heure rapidement par Olivier, il y aura forcément des oppositions, il y aura forcément
de la communication à faire, de l'explication à faire. Et pour ça, il nous semblait important qu'on puisse s'appuyer sur les élus, qu'on puisse s'appuyer sur les collectivités, parce que c'est sûr qu'un projet qui arriverait de nulle part sur un territoire, sans aucune concertation préalable, sans aucune explication, aurait beaucoup plus de mal à aboutir qu'un projet qui sera bien préparé, dans lequel il y aurait eu beaucoup de concertation. Et c'est là que l'appui des élus est important, avec aussi éventuellement des possibilités de participation plus directe au projet. Je pense aux syndicats d'énergie, par exemple, qui, sur certains territoires, ont contribué à certains projets de façon importante. Je n'ai pas dépassé mes 5 minutes. Parfait, la maîtrise du temps. Voilà, et on parlait des élus. Alors, je suis un ancien élu aussi, j'étais élu aux côtés d'un maire qui était sénateur. Donc je vais passer la parole à... Les politiques publiques sont importantes, je vais passer la parole à Bénédicte Martin, conseillère régionale. Les politiques publiques, les politiques territoriales, les politiques régionales sont importantes et on va lui demander donc de nous présenter un peu le contexte dans le cadre de la région Sud-PACA. Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, la région Sud. Donc, je suis vice-présidente à l'agriculture de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va dire région Sud, pour gagner du temps. Ce sujet de la méthanisation, dans le cadre de ma délégation, il m'a été apporté, comme de nombreux sujets, par André Bernard. Donc, c'est André qui, le premier, il y a déjà quelques temps, est venu en disant il faut à tout prix qu'on bosse sur le sujet. Et toujours avec ce que disait le président de la Chambre des Hauts-de-France, l'agriculture reste la finalité ultime de toutes ces innovations, qu'il s'agisse de photovoltaïque ou de méthanisation. Notre préoccupation est évidemment de ne pas détourner l'usage agricole des terres. Et donc c'est vrai qu'on a actuellement une contribution sur l'agrivoltaïsme, notamment dans la Chambre régionale d'agriculture qui est en cours sur le sujet, parce qu'on doit aussi avoir une doctrine un peu plus affermi sur ces sujets-là dans les territoires, ne serait-ce que pour faciliter la prise de décision des élus aussi à un moment donné. Mais de manière plus générale, cette question, au-delà de l'aspect agricole, cette question de la décarbonation aussi, c'est un sujet dont s'est emparé le président Muselier, qui était, j'ai un moucheron là, hop, qui était là hier à l'inauguration donc du salon Medagri, qui a rappelé combien la région était attachée à promouvoir une transition écologique à travers son budget, un budget qu'on a baptisé COP d'avance ou gardons une COP d'avance et qui a pour objectif, aujourd'hui on a 30% du budget régional qui est fléché sur cet objectif de transition écologique et l'objectif c'est bien d'arriver à 100% dans notre budget régional. Ceci ne veut pas dire qu'on est dans une démarche, j'allais dire, malthusienne, autarcique, avec des théories de la décroissance. Mais c'est bien de se dire, à un moment donné, on a des enjeux de réduction de déchets, de sortir de la dépendance énergétique, de transformer aussi nos sources d'énergie pour s'adapter au changement climatique, pour préserver les ressources et la biodiversité. Et que cela, c'est un défi et que de cette adversité, on peut aussi, grâce à l'innovation, surmonter cette adversité. Et on voit bien, compte tenu des personnes présentes dans la salle, qu'il y a à la fois du monde agricole, mais je vois beaucoup de représentants des collectivités locales, que ce soit des syndicats en charge de l'assainissement, que ce soit des syndicats de déchets, que ce soit des élus en charge de PCAET. Donc on a bien une problématique globale dont se sont emparées également les collectivités. Donc la région intervient à travers un plan qui traite de l'énergie, avec un budget de 110 millions d'euros entre 2021 et 2026 qui a été fléché, et puis un point particulier pour décarboner les réseaux de gaz. Donc ces réseaux de gaz, on intervient de plusieurs manières. Je vais être assez rapide parce que finalement c'est plutôt simple. C'est surtout qu'on m'a fait une note très techno et comme c'est quand même pas mon sujet, je vais éviter de m'enfoncer dans des choses que je ne maîtrise absolument pas et rester bien sur l'intention politique. La région intervient avec les acteurs institutionnels, que ce soit l'ADEME, où on est cofinanceur avec des cofinancements complémentaires, avec l'ADREAL qui octroie des autorisations et bien sûr avec la Chambre régionale d'agriculture, GRT Gaz, GRDF, le GRS que l'on finance pour animer la filière aux côtés de ces acteurs-là. On les finance aussi pour faire du pré-portage de projets, des études de faisabilité. J'ai peu de temps, j'ai rencontré M. Rechignac qui est présent et on doit se voir prochainement aussi avec les services de la région pour faire ce lien avec le service transition et service énergie.
Donc la région, on aide les projets de gaz renouvelable. Alors d'une part pour les études de faisabilité, à hauteur de 50% et 70% quand ce sont des opérateurs publics, avec tout de même un plafond qui est de 15 000 € par projet. En revanche, sur les installations de méthanisation travaux, on apporte une aide maximale de 20%, mais qui peut se monter jusqu'à 750 000 € par projet. Donc ça se traduit par une contribution complémentaire de l'ADEME que les opérateurs connaissent bien. Pour illustrer quand même le dynamisme de cette démarche, depuis 2018, la région a financé 10 études de faisabilité qui ont représenté 322 000 € d'aide régionale, mais surtout 7 installations de méthaniseurs pour 4,3 millions d'aide régionale. Donc l'intention se traduit en acte politique de la part de la région Sud, avec des exemples dans le Vaucluse, puisqu'on va commencer par le territoire qui accueille Medagri, à Apt. On est sur une méthanisation sur les effluents d'Apt-Union, donc là on est bien sur de l'industrie agroalimentaire, hein, c'est tout ce qui est cerises d'industrie. À Avignon, on en a parlé, la méthanisation sur steppe. Cabriès, donc là on est dans les Bouches-du-Rhône, sur Aix-en-Provence sur steppe, Manosque, méthanisation territoriale, Saint-Martin-de-Crau, méthanisation injectée, et Arles de la méthanisation agricole. Aujourd'hui, on a une belle perspective sur 2023, puisqu'on a 17 projets dans les tuyaux avec 3 études de faisabilité et 13 projets d'unités de méthanisation. Ceci représente quand même 181 millions d'euros d'investissement à l'échelle de la région Sud. C'est dire aussi que derrière, il y a de l'économie, il y a une économie différente, une économie circulaire qui est en train de grandir sur ce territoire, avec un total prévisionnel de subvention de 10 millions pour la région Sud. Donc voilà, c'est un sujet, je pense, dont on s'est emparé, dont le monde agricole s'est emparé également et qu'on suit avec attention. Et en tout cas, moi, je suis un peu au carrefour de ces 2 sujets. Je n'étais pas l'intervenante prévue, mais elle est malade. Donc je suis venue bien volontiers. Oui, mais je ne chope jamais rien, donc voilà. Oui, c'était Violaine Richard qui était annoncée et Merci. donc qui, malheureusement, avec qui on a préparé cette table ronde. Et merci Bénédicte parce qu'il fallait le faire au vol. Donc tout ça, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le nerf de la guerre. Et donc je vais passer la parole à Florence Doucet du Crédit Agricole SA qui nous arrive tout droit de la capitale et qui va nous présenter un peu le positionnement de Crédit Agricole SA sur la thématique. Merci de votre invitation. Je suis expert filière à la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Crédit Agricole SA, en charge notamment de la transition agricole et des énergies renouvelables. Et des fruits et légumes, parce qu'il fallait s'occuper de fruits et légumes dans ce salon quand même. Donc je suis triplement contente d'être ici. Le Crédit Agricole, c'est la première banque des agriculteurs. Il a toujours été là pour financer la modernisation et la diversification des exploitations, donc pour financer les ENR. Et en matière de méthanisation, on a été là dès le début, c'est-à-dire avant même le tarif de 2011, pour financer les pionniers. Si on fait un petit point d'étape à aujourd'hui, on a financé les 2/3 des unités en fonctionnement et on continue. Et on a dans la plupart des caisses régionales des experts dédiés, c'est-à-dire des gens qui dans la pratique ne font que ça, ou selon les régions font aussi du photovoltaïque, mais qui sont des gens très spécialisés et qui non seulement sont spécialisés, mais sont donc en proximité dans les caisses régionales et travaillent en réseau, ce qui leur permet d'être tout le temps en adaptation par rapport aux évolutions de terrain et du marché plus généralement. Bon, à part ça, on est leader dans le financement des ENR, mais je ne suis pas là pour vous raconter la vie du Crédit Agricole. Je voulais juste vous dire qu'on avait confirmé ces positionnements par notre projet sociétal fin 2021, dont 2 piliers, parmi les 3, qui sont la transition vers une économie bas carbone et la transition agricole et agroalimentaire. Bon, c'est vous dire qu'on est toujours extrêmement motivé par ce sujet.
et que notre objectif, c'est qu'il y ait un apport positif net pour les agriculteurs, sans oublier bien entendu que la production agricole, comme ça a déjà été dit, doit rester l'activité de base, bien entendu, et ne doit pas être remplacée par la production d'énergie. Ce sur quoi je voulais insister, c'est sur l'importance du conseil et de l'accompagnement dans ces projets, sachant que ces projets sont des projets chers, enfin qui coûtent cher, qui sont d'un montant significatif, souvent plusieurs millions d'euros, et qui entraînent des changements importants également dans la façon de travailler des porteurs de projets. Donc on va prêter une attention particulière parce que tout projet, s'il est mal calibré, s'il ne correspond pas exactement aux besoins des exploitations ou de l'exploitation qui s'engage, est forcément porteur de risque. Et c'est pas un projet porteur de risque qu'on est soucieux d'accompagner. Ce sont des projets qui apportent quelque chose aux exploitations. Donc on va accorder de l'importance à un certain nombre de choses, principalement à la recherche d'une autonomie maximale en intrants, à l'insertion, à la bonne insertion du projet dans le territoire, et puis tout simplement à la capacité du porteur ou des porteurs à s'engager, à monter un projet sur durée longue. Ce sont des projets longs, je crois que ça a déjà été précisé, mais je voulais insister là-dessus. Sa capacité à s'entourer des bons intervenants, notamment sur le plan technique, à concevoir donc un nouveau système d'exploitation qui va intégrer la méthanisation. Ça change toujours quelque chose dans les pratiques. Et puis à communiquer avec son environnement. Ça a été largement développé, mais on ne peut que, vu la multiplication des recours, il faut absolument insister sur ce sujet-là. Et bien entendu, on accorde aussi de l'importance à la capacité du porteur ou des porteurs à exploiter l'unité au jour le jour. On ne parle pas de panneaux, on parle d'une activité journalière avec du travail journalier. Pour conclure, je voulais juste revenir quitte à être un petit peu lourde, à revenir à une notion qui nous tient particulièrement à cœur et qui est, je pense, la clé de voûte de la notion de transition agricole, c'est le revenu agricole. Le revenu agricole, si on regarde la méthanisation procure des revenus qui sont connus à l'avance, qui sont connus sur de longues périodes. En agriculture, c'est quand même pas quelque chose qu'on rencontre si souvent. Donc ça permet d'améliorer la résilience, c'est plus joli que résistance, la résilience des exploitations, et ça permet également de créer des emplois et d'orienter certaines pratiques vers plus d'agroécologie, sans compter les externalités positives sur lesquelles je ne reviendrai pas. Voilà, j'espère avoir été dans le timing ou à peu près. Pour le regard. Parfait, Florence, merci beaucoup. Très bien, alors on était sur le Crédit Agricole, porte bien son nom. Il y a d'autres banques traditionnelles, on va dire, qui financent, mais il y a aussi d'autres formes de financement. Le crowdfunding, on parle de financement participatif, donc on a demandé à Florian Breton de venir nous présenter la plateforme Mimosa, son histoire et un peu avec grand plaisir. Intervention. Voilà. Merci beaucoup, un grand merci déjà pour l'invitation. Cher André Bernard, merci aussi à toute l'équipe de la Chambre d'agriculture aussi d'organiser un si merveilleux événement ici dans le Vaucluse. Donc pour la petite histoire, je m'appelle Florian Breton, je suis le fondateur de Mimosa. Alors il est vrai que Mimosa ne bénéficie pas encore à ce stade de la même notoriété que les institutions historiques ici présentes, mais néanmoins je tiens à rappeler en petite guise d'autopromo que désormais Mimosa, existant depuis 7 ans, est connu par à peu près 50% des agriculteurs, et c'est même 70% des moins de 45 ans, et par 4% des Français. C'est tout de même pas mal en 7 ans. Trêve de plaisanterie, donc j'enchaîne sur le sujet. Donc je suis natif des Pyrénées-Orientales, donc pas très loin d'ici, petit-fils d'agriculteur. Je suis désormais vauclusien depuis à peu près 1 an et demi, habitant vers le Thor, bien que je me dirige vers Paris toutes les semaines pour rejoindre mes locaux, puisqu'on a 2 bureaux, on est à Levallois-Perret et à Aix-en-Provence. Alors l'histoire de Mimosa, c'est avant tout l'histoire d'un passionné de l'agriculture, en l'occurrence moi-même. Après avoir vécu une première vie professionnelle plutôt dans les médias, je me suis orienté vers ce projet formidable, puisqu'aujourd'hui on est à peu près une 40aine de personnes,
à porter ce projet en France et en Belgique. Et donc les constats que je faisais à l'époque, c'était que ceux qu'on constate bien évidemment tous et qu'on partage, l'agriculture est en pleine transition et transformation. Le projet que je voulais porter, c'était aussi l'accompagnement par le financement de ces transitions, qui sont pour moi des transitions un petit peu à 3 pieds. La première est bien évidemment la transition dont on parle souvent, qui est la transition écologique, la transition économique, par la multiplicité désormais des business models autour des exploitations agricoles, et puis la transition sociale. N'oublions pas aussi qu'on a un enjeu de société qui est immense, on doit accélérer le renouvellement des générations en France, et c'est aussi le cas en Europe. Une fois que ça c'est dit, Mimosa donc, est une plateforme de financement participatif, en tout cas dans sa genèse, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le collectif et sur les citoyens pour financer des projets d'installation, de développement, de diversification, en agriculture pour 70%, enfin pour 50%, en agroalimentaire pour 30% et pour 20% dans les énergies renouvelables agricoles. Historiquement, quand j'ai lancé la plateforme, on était sur un modèle plutôt dit de don avec contrepartie. C'est-à-dire qu'on soutenait les exploitations agricoles sur autre chose que de la dette bancaire pour venir accompagner des projets d'installation ou de développement compris, pour les besoins, entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d'euros. Il est vrai que l'écrasante majorité des projets qu'on accompagne aujourd'hui par le don, c'est entre 1 000 et 30 000 euros. Il existe des exceptions. Il n'y a pas longtemps, on a financé un projet pour 150 000 euros. Et là, le financement intervient par don avec des contreparties, c'est-à-dire que l'exploitation agricole, souvent diversifiée, propose aux citoyens des produits ou des expériences à la ferme. Ce qui est formidable, puisqu'en plus de pouvoir découvrir des projets et participer de manière utile et fière au territoire et au développement de l'agriculture, en plus on bénéficie de produits et d'expériences à la ferme qui créent du lien social et suscitent aussi des vocations. On en a beaucoup d'écoles ou de jeunes étudiants qui se sont engagés aussi dans le secteur agricole suite à la découverte de projets et à l'initiation à un métier par la découverte des contreparties. Et puis après, en 2018, on a fait un petit virage dans l'univers de la finance dite réglementée pour lancer la première offre de crédit en ligne, permettant aux épargnants français donc, de placer de manière utile, transparente, un petit bout de leur épargne pour financer des projets agricoles, donc toujours de transition agricole, agroalimentaire ou énergétique. Au départ de l'histoire, quand on était sur les premiers crédits, on était plutôt sur des projets à peu près de 35-40 000 euros. Ça, c'était 2018. Aujourd'hui, l'emprunt moyen réalisé sur Mimosa est de 400 000 euros et on accompagne des besoins de financement en dette compris entre 15 000 et 2 millions d'euros. On s'appuie aujourd'hui sur une communauté de plus de 6 000 projets accompagnés en France en 7 ans. À l'heure où je vous parle, c'est à peu près entre 100 et 120 projets par mois que nos équipes accompagnent sur tous les territoires français et à tout stade de développement. Que vous dire de plus, Mimosa a désormais financé pour près de 100 millions d'euros l'agriculture française. On projette d'être à peu près à 500 millions d'euros dans les 4 prochaines années, c'est-à-dire à horizon 2025-2026. Et pour ce faire, on a souhaité mettre à l'échelle un petit peu l'activité par les épargnants. Donc exclusivement, aujourd'hui, on a 400 000 épargnants qui prêtent au travers de Mimosa sur des projets de territoire. Et c'est entre 15 et 20 000 nouveaux utilisateurs par mois qui s'inscrivent sur Mimosa pour donner ou prêter à un monde agricole en pleine transition. Mais pour mettre à l'échelle cette activité, on a dépassé le seul univers de l'épargne populaire pour lever et officialiser en début d'année la levée du premier fonds de dette dédié à l'agriculture, qui a été levé partiellement auprès de l'ADEME, que je salue, auprès du Fonds européen d'investissement, donc l'Europe, et puis aussi auprès d'institutions comme la Caisse des dépôts. Donc c'est un fonds de 50 millions d'euros qui vient pour cofinancer aux côtés des épargnants des projets de crédit supérieurs à 100 000 euros. Le bénéfice d'usage pour les porteurs de projets, c'est d'avoir désormais, par la double capacité de l'épargne populaire, mais aussi du fonds de dette, d'avoir accès à un financement qui est plutôt simple et rapide, puisqu'on s'engage désormais avec le fonds à ce que les fonds soient octroyés entre 5 et 10 jours après le début de leur collecte, dans la limite de 2 millions d'euros, vous l'aurez compris. Alors, quel rôle joue Mimosa aujourd'hui dans la méthanisation et aux côtés des banques? On est un petit poussé qui grandit. On a donc déployé 100 millions d'euros et c'est à peu près 40 millions d'euros cette année. C'était 25 l'année d'avant et 18 l'année d'avant. Donc vous voyez qu'on est dans un contexte de croissance parce qu'on répond à la fois à un besoin identifié et de diversification des agriculteurs, mais aussi à l'envie sociétale du grand public de donner du sens et de l'utilité à son épargne.
Pourquoi on grandit? C'est tout simplement parce qu'on répond à ces deux parties-là. Mais l'ambition de Mimosa, finalement, aujourd'hui, est d'aller vraiment dans le quotidien des Français pour continuer à abreuver toute l'agriculture française. Alors, dans la méthanisation, c'est vrai qu'on a signé un partenariat il y a à peu près 2-3 ans avec JRDF, notamment dans les Hauts-de-France, qui a rencontré un très très fort succès. Et pour vous donner un ordre d'idée, les besoins de financement qu'on accompagne sont compris entre 300 000 et 1 million d'euros. Il est évident que sur des besoins extrêmement capitalistique, Mimosa n'est qu'un complément de financement et souvent, on va en parler tout à l'heure, le schéma c'est apport fonds propres, subvention, financement amortissable bancaire sur des durées longues et Mimosa intervient souvent sur 5 à 10% des besoins de financement pour s'inscrire dans une logique de remboursement du capital in fine à 4, 5, 6 ans pour conforter les apports en fonds propres des agriculteurs, soulager leur trésorerie le temps de la montée en puissance du projet. Et en plus, et c'est là le grand bénéfice, et on en parlera tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'acceptabilité locale, c'est cela en réalité la force du modèle sur les sujets de méthanisation, c'est vraiment de cibler localement l'épargne populaire pour encourager les riverains à s'emparer de l'opportunité de placement et à s'approprier le projet de territoire aux côtés du monde agricole. Donc voilà, en quelques mots Mimosa, et on va poursuivre. Merci Florian. On voit bien là, on est vraiment dans le territoire et la mobilisation des fonds des habitants du territoire qui vont voir où va leur argent, c'est quelque chose d'important. Je vais demander à Olivier Daugé et à Pierre Renaud de nous rejoindre. Moi, je vais me déplacer sur le côté, je vais leur laisser la place là-bas. Et l'intérêt, bon là il y a eu beaucoup d'interventions, de présentations. Ce qu'il est prévu maintenant, c'est que vous participiez et que vous nous posiez les questions. Voilà, alors il y a des questions. Fabien, mon collègue, va sur la gauche, là, sur ma gauche. Voilà. Merci à tous pour votre contribution à cette table ronde. Bonjour. Je suis Michel Terris, maire du village d'Alten-des-Palus, à quelques kilomètres d'ici. Et je fais remarquer à remarquable intervenant, directeur territorial de la région Sud, qu'il n'y a pas que des agriculteurs dans la salle. Il y a des agriculteurs maires, j'ai quelques collègues là par là. Et moi, je ne suis pas agriculteur avec mes 20 pieds de tomates que je cultive à la maison. Je ne peux pas me revendiquer de ce métier-là. Et je suis donc simplement maire de la commune d'Alten-des-Palus et président de la communauté d'agglomération Les Sorgues du Comtat et président de la commission environnement. Et à ce titre, j'aurais quelques questions à poser à Olivier Courcial concernant l'usine de méthanisation, qui est un projet sur lequel nous avons travaillé. On est allé visiter il y a quelque temps, il doit y avoir un an maintenant, celle de Vienne. Il y a une usine à Vienne qui est une usine très importante et qui est, d'après ce qu'on nous a dit, surdimensionnée par rapport aux besoins. Enfin, la production est plus importante que les besoins. Vous, en ce qui vous concerne, donc c'est une production qui est plus limitée. Et donc j'avais quelques questions à vous poser, très pratico-pratiques. D'abord, quelle est la surface du terrain sur laquelle vous avez implanté votre usine, premièrement. Deuxièmement, quel est le budget. Troisièmement, vous en êtes où sur le retour sur investissement. Et quatrièmement, est-ce que vous m'inviterez à venir visiter votre usine? Et est-ce que vous serez prêt à répondre aux questions que je pourrais vous poser pour en rendre compte, moi, dans mon comité, au niveau de ma communauté d'agglomération? Alors déjà, je serais ravi, on fait du très bon vin chez nous. Un petit Brézem un collègue qui est partie prenante dans la méta, le troisième adhérent, qui fait du Brézem. Bon. Alors il y a plusieurs questions. Nous avions la nécessité par les financeurs qu'a été le Crédit Agricole de justifier quand même la fiabilité des intrants qui arrivaient. C'est pour ça que nous avons basé notre projet sur des cultures endogènes produites par les 3 agriculteurs porteurs du projet. Et comme je l'ai dit précédemment, nous avons quand même répondu aux sollicitations de la puissance publique, mais aussi du monde de l'industrie agroalimentaire locale, pour répondre à des soucis d'exutoire. Et donc depuis, on a évolué effectivement vers des matières qui sont plus transformées, issues de l'industrie agroalimentaire. Donc au départ, pour rentrer dans le détail agronomique,
Nous avons fait à peu près 8 à 10 000 tonnes. Cela représente 50% de nos assolements en culture intermédiaire. Aujourd'hui, nous continuons à ensemencer en culture intermédiaire 50% de cultures que l'on appelle plus communément les cives, les cultures intermédiaires à valeur énergétique, qui ne sont pas des cultures alimentaires, pas des cultures principales. Un exemple, nous implantons des sorgho après les blés durs pour faire des pâtes, et nous implantons des blés sauvages, triticales, orge, avoine, ou des triticales principalement, parce que production de biomasse, qu'on ensemence plutôt après la récolte d'été, par exemple après un maïs, pour récolter immature avant le début du printemps, autour du mois d'avril-mai, pour la région de Valence. Donc on est resté sur une couverture à la moitié de nos assolements. Pour autant, on ne récolte aujourd'hui pas tout, puisqu'en fait, les cultures exogènes que sont la grande filière de l'agroalimentaire, on va dire, viennent subvenir aux besoins de la méthanisation, et viennent alléger la récolte de ces cives. Aujourd'hui, nous broyons, nous restituons la totalité des cultures intermédiaires qui ont poussé, de l'ordre de 25% de ces cultures intermédiaires. On continue à récolter les 2 tiers. 2 tiers à 75%. Qui reviennent au sol. Qui reviennent au sol, voilà. Directement. Donc on contribue au pôle de matière organique qui... Il y a un enjeu agronomique, bien évidemment. Et donc voilà pour la partie un petit peu agronomique et gisement. D'autre part, vous m'avez posé des questions sur le financement, le retour sur investissement. Bon, c'est 5 millions d'euros d'investissement pour notre part, notre projet. Bon, aujourd'hui, un projet, ce serait 10 à 15% supplémentaire. Le retour investissement, il est lié au contrat d'État de vente du gaz. Hein. Bien évidemment, les financeurs ont regardé la pérennité sur les entrées d'argent. Donc le contrat, c'est un contrat d'État qui fige une production de vente de gaz et une durée. 15 ans pour les contrats d'État. Et il y a un ABAC en fonction de la puissance souscrite, un ABAC de prix. J'ai coûté très cher avant la crise ukrainienne à l'État, puisque le spot du gaz était à 40 € le mégawatt et mon contrat était à peu près à 110. Aujourd'hui, je rapporte de l'argent à l'État, puisque le spot est beaucoup plus élevé que mon contrat d'État. Mais malgré tout, il est quand même important d'avoir une lisibilité sur plusieurs années, la durée d'amortissement, ce que le Crédit Agricole a principalement apprécié. Et les retours sur investissement dans ces business plans sont autour de... Alors si on prend un retour sur investissement brut ou net, il est autour de 7 ans, on va dire. Olivier Presson voulait ajouter un petit mot. Oui, je voulais rebondir sur votre demande de visite de l'installation d'Olivier, parce que pour moi c'est une question importante. Et tout à l'heure je disais, à GRDF, notre mission c'est de favoriser le développement de la méthanisation. Et justement, ça passe par des visites de sites, parce qu'on se rend compte, et c'est le rôle des équipes de GRDF sur le territoire. Il y a Philippe Réchignac qui est là pour le département du Vaucluse, il y a Olivier Bonifay pour le département des Bouches-du-Rhône. Notre travail, c'est justement d'emmener des élus, d'emmener tout type de parties prenantes, visiter des installations pour couper court aussi à certaines rumeurs, à certaines choses qui circulent sur les installations de méthanisation. Je pense aux odeurs, je pense aux circulations de camions et autres. Et quand on voit des installations telles que celle de Métavéor à Étoile-sur-Rhône, qui n'est pas très loin d'ici, c'est pour ça que je cite celle-là, ça permet de se rendre compte de ce qu'est vraiment une installation de méthanisation, et ça évite parfois des longs discours quand on se retrouve in situ sur une installation. Donc n'hésitez pas à solliciter, là je parle aux élus qui sont là, vos interlocuteurs GRDF qui seront un plaisir de vous emmener visiter des installations de méthanisation pas très loin d'ici.
Merci Olivier. Je profite de l'occasion pour dire qu'effectivement, il y a aussi, on a vu l'énergie qu'il faut dépenser, c'est le cas de le dire, pour monter des projets. Il y a nécessité d'avoir un environnement favorable, mais également d'être bien accompagné. En région sud, on a la chance d'avoir un consortium, on appelle ça un consortium, qui est un ensemble de partenaires, qui s'appelle Métasynergie, dont Bénédicte Martin a parlé tout à l'heure, qui est animé par le GRS, qui est cofinancé par différents partenaires, GRDF, l'ADEME, le Conseil régional. Et on se retrouve avec les administrations, avec les institutions, avec les institutionnels, les chambres consulaires et des experts pour accompagner les projets. Donc vous regarderez, vous trouverez sur la table où nous invitons à prendre le pot de l'amitié à l'issue de cette présentation, des plaquettes qui vous présenteront le dispositif de Métasynergie. Alors je retourne vers la salle. D'autres questions? Il y en a une là-bas, on va faire à Mimosa. Voilà. Merci. Il y a beaucoup d'élus, c'est vrai que bon, je les connais pas. Moi, je suis du Var, mais j'ai vu la liste des. Merci, mesdames, messieurs les élus. Ah oui, là. La spécificité, c'est qu'on a une ligne à haute tension qui nous a un petit peu gêné, la ligne à haute tension qui nous a un petit peu gêné. Une unité de méthanisation de ma puissance souscrite, c'est à peu près 1 hectare, 1 hectare et demi. Il faut 10 000 m², 15 000 m². Nous, on l'a implanté sur 2 hectares, à cause de la ligne à haute tension sur laquelle on n'a rien pu faire. Voilà. Robert Anastasie, conseiller municipal à Nove. On a été sollicité par les collègues de GRDF pour rechercher des candidats, agriculteurs ou collectivités. Je rebondis juste sur une question du président d'OG sur le prix des produits agricoles. Et il me semble qu'il manque quelqu'un autour de la table parce que c'est quand même lié à la grande distribution. On parle d'économie circulaire et les marges ne sont pas réintroduites justement dans cette économie pour stabiliser les prix de la production agricole. Je vous laisse la parole. Non, mais c'est évident. Quand je parlais de la fin des flux infinis, et on a vécu pendant 40 ans avec de l'alimentation qui n'avait plus de prix. Toujours moins cher, toujours moins cher, toujours moins cher, avec de l'eau gratuite, avec de l'énergie pas chère, on voit aujourd'hui que l'énergie, ça pose problème, que l'eau, ça pose problème. Les députés en ont parlé tout à l'heure, que l'alimentation, on a oublié ce que ça valait en termes de coûts de production, et notamment lié aussi à des cahiers des charges, parce qu'il faut aussi, l'agriculture a déjà beaucoup évolué depuis 20 ans, mais la transition qui est devant elle va nécessiter qu'elle évolue encore beaucoup. Donc il y a besoin de réapprendre un peu le coût des choses, aussi bien le coût de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation. C'est pour ça que je rappelle que l'idée de sobriété dont tout le monde parle aujourd'hui comme si c'était une invention, c'est l'idée des accords de Paris. Le premier objectif des accords de Paris, c'était de baisser de 30% la consommation d'énergie et d'alimentation, d'arrêter le gaspillage, 25 à 30%. Donc c'était quand même le premier. Tout le monde, parce que comme on continuait à pas être pas cher, tout le monde se disait ça viendra, mais on le fera en temps voulu. Aujourd'hui, on est en problématique même alimentaire et qu'on se pose des questions sur la capacité de production et tout ça. Quand je dis des prix, c'est pas pour vendre cher et se faire plaisir de vendre cher ou plus cher, c'est parce que je comprends tout à fait le porte-monnaie de tout le monde. C'est de se dire qu'il faut il faut que pour continuer à avoir une production alimentaire prioritaire, énergétique et qui réponde aux enjeux du sol, qui réponde aux enjeux de l'eau, aux enjeux de l'environnement et tout ça, il faut aussi avoir quelque part, de la part des grandes surfaces, et ça a été dit, je crois que c'est les députés, il y a 4 ou 5 centrales d'achat, et c'est vrai qu'on voit le prix du lait en Allemagne qui est beaucoup plus élevé par exemple qu'en France aujourd'hui, parce que les centrales d'achat françaises ne jouent pas le jeu de l'accompagnement des agriculteurs. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, c'est-à-dire que l'alimentation pas chère pour pas cher de M. Michel-Édouard Leclerc, pour ne pas le nommer, c'est pas bon. Comme Michel-Édouard Leclerc disait il y a 1 an, pour moi le produit biologique doit coûter le même prix qu'un produit conventionnel. Quelque part, il met la filière biologique par terre. C'est tout. Alors il peut le dire en tant que vendeur en disant regardez, moi je vous défends votre pouvoir d'achat.
mais il casse le système, quoi. Donc c'est pour ça que il y a 25-30% de gaspillage en France, hein, dans le monde, mais en France aussi. Donc ça veut dire qu'il y a des marges de progrès aussi, d'utiliser peut-être plus de produits de saison, de moins de produits transformés. C'est aussi toute une éducation autour de choses. Et c'est le vrai enjeu des années qui viennent, c'est de faire comprendre que la vie de la mondialisation, où il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir tout pas cher, qu'on allumait la lumière, qu'on ne se posait pas la question et tout ça, ben c'est sans doute fini. Et c'est même pas qu'une question écologique, c'est une question de réalité par rapport aux enjeux qu'on a devant nous. Donc c'est même pas une question, c'est quelque part un peu de l'écologie, mais je veux dire, ça va beaucoup plus loin que l'écologie en termes de nécessité de changer les choses. Mais il faut faire comprendre aux grandes surfaces qu'il faut aussi évoluer dans les propositions de prix et de produits qu'ils font et payer l'agriculteur sur son prix alimentaire. Ça, je le redis parce que c'est essentiel. Et quand on dit que l'agriculture, elle est partie, je crois, et qu'elle disait que c'était l'alimentaire le premier, je pense qu'on est tous d'accord, mais pour ça, il faut payer le prix à ce qu'il vaut pour éviter que l'agriculteur fasse d'autres choses pour essayer de gagner sa vie et quelque part est un peu obligé de brader son prix, son produit, mais brader aussi sa façon de travailler. D'aller vers des systèmes qui ne sont pas forcément les plus vertueux. C'est pour ça que quand je parlais même de la viande, une viande peut-être un peu plus chère, qui est liée à des systèmes de culture qui sont assez français, à l'herbe et compagnie, si on baisse même la consommation un peu de viande, il suffit de se concentrer sur les types d'élevage qu'on souhaite, quoi. On importe 60% des poulets qu'on mange. De Pologne, d'Ukraine, alors d'Ukraine c'est fini, mais du Brésil. Les poulets là-bas, ils ne sont pas tout à fait dans la même configuration que ce que souhaite le citoyen. Et ceux qui consomment le poulet, c'est la restauration en foyer. C'est-à-dire que là où nous, clients, on n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que les appels d'offres au niveau européen, c'est le prix. Donc quand vous ouvrez des enveloppes d'appels d'offres, la concurrence dit non, il n'y a pas de raison de vous payer plus cher parce que c'est le prix. Mais il faut qu'on sorte du principe que c'est le prix qui fait le truc. Il doit y avoir un cahier des charges. Répondre à un certain nombre de choses, de bien-être animal, d'utilisation de produits, ainsi de suite, qui fait qu'on peut continuer à manger de la viande, on peut continuer à avoir des éleveurs chez nous, avec un système, mais on protège un peu dans l'acte de consommer, encore une fois, dans l'acte de consommer. Mais c'est un vrai enjeu. Mais c'est pour ça que par rapport à l'énergie, par rapport à la perte d'énergie, on a tout intérêt à faire la transition de l'agriculture, des sols et compagnie, les couverts végétaux, comme vous l'avez dit. Moi, je suis dans une région où les couverts végétaux sont obligatoires depuis 20 ans, donc 100% de couverts végétaux. Quand c'est arrivé, les couverts végétaux, tous les acteurs disaient c'est de la folie, ça coûte cher, ça ne sert à rien. Depuis 10 ans, ils disent tous qu'agronomiquement, c'est un vrai plus. Ça coûte encore. Donc l'idée de pouvoir les valoriser derrière, si agronomiquement c'est bon, qu'on peut les valoriser, qu'on fait de l'énergie et ainsi de suite, c'est bon pour le sol, on réenrichit le sol, donc on a gagné le système. Non, je ne suis pas très loin de Cambrai, je suis un peu au sud de Cambrai. Non, mais il y a beaucoup plus de sols couverts aujourd'hui, il y a beaucoup plus de systèmes sous couverts et ainsi de suite qu'il y en avait il y a 20 ans. Et à l'automne, à cette époque-ci, les sols sont couverts. Oui. Ça bouge. Mais il faut. Il y a encore une question. Oui. Et on va bientôt conclure. Florian Breton, participeriez-vous, je me conditionnel, à un tour de table finançant une usine de méthanisation dans laquelle les collectivités seraient porteurs du projet? Bien sûr, sans Merci. aucun problème. Merci. La loi le permet. Mais c'est une ouverture réglementaire qui est finalement assez récente, elle a à peu près 2-3 ans. C'est-à-dire que non seulement les collectivités peuvent porter un projet, mais elles peuvent aussi participer à un projet. Donc il y a une double opportunité. Je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'évolution de la méthanisation, nous on la voit beaucoup, puisque pour vous donner aussi une échelle de projet, mais cette année, on devrait accompagner à peu près quasiment 2 projets par mois en méta, donc en biogaz, sur la plateforme. Mais pour aller au-delà des sujets que j'ai un petit peu évoqués tout à l'heure, en plus on intègre une autre particularité, c'est qu'on analyse chacun des dossiers sur la base de critères financiers, mais aussi extra-financiers. On a développé en interne toute une matrice avec des conseils, notamment impact sur les piliers économie, sociale et climat-environnement, qui permettent à la fois de rationaliser la prise de décision, qui inclut bien évidemment le sujet du risque
d'un point de vue purement financier. Donc là, on fait un métier un peu traditionnel. Si on est sur un projet de crédit amortissable en sortant du contexte un peu méthanisation, on a une analyse bilancielle, toutes les clôtures d'exercice, les projections, etc. On est souvent d'ailleurs sur des projets de financement en amortissable sur du 5 à 7 ans, donc on est plutôt minoritaire aux côtés des banques. Le mix produit qui se dessine aujourd'hui, c'est plutôt 70% de financement bancaire et 30% de financement Mimosa. C'est à peu près le retour d'expérience que je peux vous partager. Il existe quelquefois qu'on vienne nous chercher pour une petite alternative, 50-100 000 euros pour financer un projet très rapidement, mais souvent sur des projets supérieurs à 100 000 euros, on est quasiment 100 fois sur 100 aux côtés des banques, avec un mix 30-70, et en méta, c'est plutôt 5-10 aux côtés d'autres financements parallèles. Donc critères financiers et extra-financiers. Et à quoi ça sert l'extra-financier? Ça sert notamment à faire de la pédagogie auprès du grand public et des investisseurs. On l'a rappelé tout à l'heure, et je le précise aussi, l'agriculture est au cœur de tous les grands enjeux de l'humanité, auxquels fait face l'humanité aujourd'hui. Bien évidemment, l'enjeu alimentaire, démographique, climatique, environnemental, énergétique, et j'en passe. Il est important aujourd'hui, et ça a été rappelé un peu plus précédemment, de faire comprendre au grand public que l'agriculture, c'est pas que l'alimentation. Je pense qu'on a réussi quand même à gagner le combat de la reconnexion des citoyens avec leur alimentation et donc avec leur agriculture depuis notamment la crise Covid en 2020. Maintenant, il y a tout un enjeu aussi de pédagogie autour de ce que produit l'agriculture en termes d'externalités positives. Et les critères extra-financiers permettent aussi de manière assez formidable de faire de la pédagogie auprès du grand public sur tout ce qu'il y a derrière, en réalité, les projets qu'on finance. Merci Florian. Olivier, vous voulez juste compléter sur le prix justement dont on parlait par rapport à la méthanisation. En méthanisation, en France, on a choisi une méthanisation territoriale liée à l'agriculture. Ce n'est pas forcément la méthanisation la moins chère pour produire du gaz. Et quand les prix du gaz étaient à 15, 20 ou 40 dollars le prix, on a eu un mal fou à faire accepter ça parce qu'on pouvait produire du gaz à 20 ou 30 euros de moins, autour de 60, 70 plutôt que 90, 100. Mais on avait ce qu'on appelait les externalités positives. C'est-à-dire qu'on était sur du territoire, on produisait des digestats, on captait le carbone, on capte toujours d'ailleurs, c'est pas qu'on captait, mais on faisait une méthanisation qui avait du sens. Mais une méthanisation qui a du sens, ça permet de produire du gaz qui reste dans un prix de mix énergétique correct, mais qui amène d'autres choses. Mais encore une fois, une partie de le côté évolution faisait qu'en face de nous, on avait un certain nombre de gens, notamment dans les ministères, qui nous disent non, nous on veut du pas cher, pas cher, pas cher, point final. Mais il n'y avait pas les externalités positives si on faisait du pas cher, pas cher, pas cher. Donc voilà, c'est aussi cette... et les externalités positives, on les avait fait évaluer par trois organismes. On tournait entre 50 et 60, 70 euros du mégawattheure. Donc ça veut dire qu'on pouvait avoir du gaz 30 euros plus cher, sachant qu'on gagnait, on faisait gagner à la société un certain nombre de choses qui n'étaient pas... Donc, c'est aussi cette approche. Et pour moi, la méthanisation à la française, elle a cet atout, c'est qu'elle répond à ce genre de choses, le territoire, les collectivités, les citoyens, tout ça, mais aussi à un certain nombre d'enjeux, carbone, eau, sol, air et compagnie, et qui sont essentiels pour l'avenir. C'est une approche différente, elle coûte un peu plus cher au prix de production, mais elle coûte beaucoup moins cher au prix pour la société. Merci Olivier. Avez-vous d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Olivier, c'était une belle conclusion. Moi, je tiens à remercier tous nos participants. Je tiens à remercier également GRDF qui va nous offrir le pot de l'amitié. Je pense qu'on peut s'applaudir, applaudir nos intervenants. Et je vous invite à rejoindre, à ne pas vous sauver. Alors Bénédicte Martin nous a quittés tout à l'heure parce qu'il y a le salon, il est en norme, il y a plein de choses à faire. Et en fait, il y a le prix de l'innovation qui est en train d'être remis à des startups. Donc voilà, Bénédicte a dû partir pour aller représenter le conseil régional. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.